Oh là là, bonsoir à tous. Oh, je me sens tellement seul dans le cadre. La dernière fois, j'avais Loki à côté de moi. Là, c'est un petit peu vide dans la mesure où Loki est juste à côté. Salut! Voilà, il est pas très très loin. Il est en train de s'occuper du chat pour vous répondre quand vous allez poser des questions. Tu es vraiment très petit. Ah, ça va. Hein. Ce qui va nous éviter d'avoir des questions qui vont passer à l'as et auxquelles on ne va pas pouvoir répondre parce qu'on ne les aura pas vues comme la dernière fois. Et vous, là, il y a des gens qui sont déjà là. Coucou tout le monde. Alors, c'est donc le live du troisième épisode de la tronche en biais qui, si vous vous en rappelez bien, traitait de la dissonance cognitive. C'est un sujet central de tout ce qui concerne les biais cognitifs. Voilà. Et avant de commencer avec notre invité, qui est un invité de qualité supérieure, vous faites de croire, je vais vous parler des quelques conventions que nous allons écumer dans les temps à venir. Comme ça, si vous avez envie de nous voir en vrai, ce qui vous permettra aussi de voir le visage de Mandax, qui J'existe en vrai. ne porte pas toujours cette tête. Il y a des bars après la convention, donc on pourra aussi écumer les bars. Et il y a des bars après les conventions, très juste. Voilà. Alors déjà, nous serons à la Japan Party, à Paris, le 12 avril. Nous serons aussi à la Neocast à Strasbourg le 16 mai. Et là, je peux vous dire qu'il y aura du beau monde, alors il faut venir. Et nous serons de nouveau à Paris, à Geekopolis, le 23 mai. C'est bien ça, Geekopolis, c'est à Paris. Oui, c'est à Paris. C'est Ce bien. sera bien, il y aura des conférences, il y aura des shows, il y aura des trucs. Oui, on va donner des conférences. Ça va être super intéressant. Vachement bien, vachement bien. Et voilà, du coup maintenant je vais vous proposer que nous parlions avec Jeff du Scilab. Bonjour Jeff. Grâce à la magie du montage. Salut. Vous m'entendez bien? Oui, bonjour Jeff, qui es-tu? Magnifique. Bonjour. Qui Ah, es-tu, c'est le moment où je me Jeff? présente, c'est ça? Ouais. Pour les rares personnes sans doute qui ne me connaissent pas encore. Ouais, voilà. Jeff du Psylab, je suis psychiatre, médecin psychiatre et j'officie en Guadeloupe. Il y en a des Et biens. avec mon ami Chris, on a créé une chaîne YouTube il y a un petit peu moins de 10 mois consacrée à la vulgarisation de concepts de psychologie et de psychiatrie. Voilà. Ben ça c'est drôlement bien. Et je me rends compte que j'ai oublié de prendre avec moi ton livre que tu as traduit et que je voulais montrer à l'écran. Ah. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir que tu passes à quatre pattes sous Non. la caméra? Pas du tout, je vais pas essayer de rester discrètement, regarde. Vous êtes maintenant fait une idée de la taille du vrai Mandax. Voilà. Vous étiez à hauteur de pénis à peu près. Et là, du coup, je dois meubler. Qu'est-ce que je vais te dire? Meuble. Merci, bonsoir, il y a pas Jeff, de gens. de quoi vas-tu nous parler ce soir? Alors, de quoi on va parler ce soir ensemble? De quoi on va discuter? Eh ben, on va discuter de quête de sens et d'irrationnel. Ah, j'ai pas révisé. Donc, peut-être pour introduire le sujet, une mise en garde. En fait, c'est très bizarre d'avoir demandé à un psychiatre de parler de ça, parce que le psychiatre passe la majorité de son temps avec des personnes qui ont des troubles mentaux. Et vous savez ce qu'on dit, quand on n'a qu'un marteau à sa disposition, on a tendance à considérer que tous les problèmes sont des clous. Et donc quand on est psychiatre, avec nos yeux de psychiatre, on appréhende le monde sous un angle médical, et peut-être que un de nos principaux défauts est de considérer que un problème est nécessairement un problème de santé, peut-être un problème de santé mentale. Donc, j'espère que je ne serai pas un marteau ce soir, mais un couteau suisse. Voilà. Il faut pas dire marteau, il faut dire fou. Voilà. Je n'ai pas retrouvé ton livre, alors je tiens à m'excuser auprès des gens. Jeff m'a gentiment dédicacé son livre et je voulais le montrer à l'écran, mais je ne l'ai plus, donc on en reparlera plus tard peut-être. Mais c'est pas parce qu'il le lit pas, justement, il le lit tellement partout qu'il sait plus où il le met, Je parce l'ai que c'est perdu. très intéressant. Oui, j'ai perdu. Voilà, et moi je veux m'excuser parce que, comme l'auront remarqué ceux qui ont les oreilles les plus affûtées dans le dernier épisode de la tronche en biais, en ce moment je suis un peu malade. Comme en témoigne l'une des voix off que j'ai dû enregistrer la veille de la diffusion de l'épisode. Et je risque de tousser et de cracher mes poumons pendant la totalité du live. Pardon. Nous ne sommes que des humains. Donc, naturellement, pendant l'émission, vous aurez l'occasion d'aller sur le chat, poser vos questions, pour que Jeff ou nous-mêmes essayons de vous éclairer sur nos lumières, enfin, avec nos lumières. Voilà, n'hésitez pas, et je pense que Mandax et moi nous désolidarisons totalement de toutes les cochonneries que pourra balancer Loki sur le chat. On est désolé. Ah oui, alors ça, on n'a aucun contrôle, hein. Terrible. On a peur. La France a peur. D'ailleurs, il est en train de se marrer, ça me rassure pas. Alors,
Vlad, est-ce que tu veux introduire les premiers sujets pour que notre ami Jeff nous parle de choses diverses et variées? Je veux introduire le premier sujet parce que j'ai mes anti-sèches C'est bien. sur lesquels il est inscrit pour la première chose dont nous allons parler, quête de sens et la relation de la quête de sens avec l'évolution. Quelque chose qui nous préoccupe pas mal dans l'équipe de la France en biais, qui préoccupe aussi pas mal Jeanne. Je crois que c'est l'un des premiers sujets de conversation qu'on a eu quand on a commencé à discuter. L'évolution, et j'étais très très surpris d'apprendre que l'évolution était aussi étudiée dans les domaines de la psychiatrie. Ah bah oui, c'est une science importante. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution et sur la quête de sens? Que peut-on? D'abord, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi je m'y suis intéressé parce que j'ai décidé de m'y intéresser au cours de mes études de médecine. C'est un sujet qui est passé sous silence d'une manière globale ou en remarque conclusive. La théorie de l'évolution, on peut très bien faire 12 ans d'études de médecine et ne pas en entendre parler du tout. Après, c'est au biais de rencontres que moi j'ai décidé de m'y intéresser et d'y consacrer mon sujet de thèse. Donc rappelle-nous ton sujet de thèse, que tu nous en avais parlé il y a quelque temps. Le sujet, oui. Le titre de ta thèse, alors, c'est amusant. Donc c'est ma thèse de médecine et je l'ai consacrée, c'est une thèse de bibliographie en fait, un travail bibliographique consacré à l'apport de la théorie de l'évolution, théorie darwinienne de l'évolution à l'époque de la psychiatrie du 19e siècle et du début du 20e et les apports contemporains de la théorie de l'évolution par le biais notamment de la psychologie évolutionniste mais également des neurosciences affectives, tout ça. Et donc d'ailleurs, elle est disponible, je l'ai mise en lien en bas de l'une de nos vidéos, dans la description de notre vidéo, de notre FAQ. Il y a un lien qui permet de la télécharger gratuitement. Je l'ai téléchargé et je ne l'ai pas du tout encore lu. Merci beaucoup. De toute façon, tu l'as trouvé. Tellement à faire. Bah, on la mettra aussi dans la, du coup, si tu nous y autorises, on la mettra dans la description de la vidéo quand on uploadera celle-là. Avec plaisir, ouais. Du coup, les gens dans la description. Mais alors, juste avant qu'on commence le premier sujet, est-ce qu'il y a au cours de ta thèse un résultat particulièrement surprenant, enfin, des choses qui t'ont surpris dans ce que tu as rédigé pour cette thèse? Oui. En fait, ce qui a bouleversé ma vision du monde, c'est d'avoir lu et vu les travaux de Jack Panksepp, qui est un neuroscientifique qui est un des pionniers des neurosciences affectives, donc des neurosciences appliquées à l'étude des émotions, et qui a fait une étude extraordinaire au cours de laquelle il a découvert que quand on chatouillait des rats, ils riaient. Les petits ratons. Les petits ratons qui rient. Voilà. Et en plus, c'est un bel exemple de sérendipité, de découverte fortuite, parce que quand il rit, les rats émettent des vocalisations ultrasoniques. Donc, il fallait avoir l'idée de brancher un micro capable de détecter ces vocalisations, parce que l'oreille humaine n'est pas capable de les entendre. Donc, truc de ouf, quoi. Donc, grande information, le rire n'est pas le propre de l'homme. Retenez-le, merci. Bonne soirée. Est-ce possible? Juste pour ceux qui sauraient peut-être pas dans le chat, tu parles souvent de la neuroscience je crois même que tu as fait une vidéo dans laquelle tu opposes neuroscience et psychanalyse. Oui. C'est ça. Tu veux que j'en dise un mot? Je veux bien que t'en dises un mot, ouais, pour si on est amené à revenir, histoire de développer un petit peu tout. Ouais, donc définir en quelques mots ce que c'est que les neurosciences. C'est ça. Ouais. C'est pas clair, donc, je suis malade. Oui, ça c'est pas forcément clair pour tout le monde. Les neurosciences, c'est l'ensemble des domaines, ils sont très nombreux, qui concourent à expliquer le fonctionnement du cerveau et donc de l'esprit. Étant entendu sur un plan, disons, théorique, que l'esprit et le cerveau sont un seul et même objet, mais étudiés différemment. L'esprit, pour un neuroscientifique, est le résultat du fonctionnement du cerveau. Et les neurosciences affectives, c'est donc les domaines, les différents domaines, la neurobiologie, l'imagerie cérébrale, la psychologie cognitive, etc., appliqués à l'étude des émotions. Ok. Super. Voilà. Alors maintenant je vais faire mon journaliste scientifique qui sait absolument pas de quoi on va parler, et je vais poser cette question avec une candeur toute feinte. Mais comment ça, la quête de sens vient de l'évolution? Bon, comment ça?
Bah oui, comment ça En fait, comment on pourrait dire ça Mindax pourra rebondir là-dessus puisque j'ai vu qu'il avait publié récemment un article sur l'apophénie. On est programmé pour survivre et pour se reproduire. Et pour survivre, il faut trouver à manger, il faut éviter des dangers, il faut maintenir une cohésion sociale, tout un tas de facteurs qui optimisent la survie. Et au travers de l'apprentissage, de la mémoire, on fait des associations entre différents phénomènes pour maximiser nos chances de survie. Tel arbre présentant tel type de feuilles aura tel fruit, etc., etc. Donc, associer différents phénomènes, c'est quelque chose qu'on fait intuitivement, naturellement. Donc ça c'est la première chose, je pense, qui est, à mon avis, l'archéologie, si on veut, de la quête de sens. Puisque quand on fait des associations comme ça, on infère qu'il y a un lien entre deux phénomènes, même s'ils peuvent être très éloignés ou très différents l'un de l'autre. Tout à fait, c'est la reconnaissance de forme, et notre cerveau est extrêmement doué pour ça, et notamment on voit des visages absolument partout. C'est l'appareil de lit. Voilà, on est fort pour ça, et donc de manière générale, on est capable de projeter du sens dans l'environnement. Parce que bien souvent, on tombe juste, et ça tombe bien, mais quand on se trompe, et ben voilà. Mais est-ce que tu as envie d'expliquer ce que c'est que l'évolution, comment ça marche? Non, je veux juste expliquer que c'est qu'une apophénie, et parce que c'est vraiment dans le thème, une apophénie, c'est lorsque, en fait, on croit percevoir du signal dans ce qui n'est que du bruit, statistiquement. C'est-à-dire, c'est typiquement, quand vous croyez entendre la voix de votre maman, puis en fait, bah non, c'était juste une dame qui passait, mais comme vous êtes habitué à entendre cette voix-là, bah vous êtes préparé à la reconnaître. Et bah, des fois, vous tombez pas juste parce que votre cerveau, il est pas parfait, le nôtre non plus, même s'il est un petit peu mieux, et donc c'est pas facile. Et donc on parle d'apophénie, et il y a une apophénie particulière qui est l'appareil de lit. Et donc c'est lorsqu'on voit des visages ou des formes dans les nuages, dans les arbres, dans un peu n'importe quoi. Il y a pas d'images sur internet là-dessus, c'est très amusant. Donc c'est amusant, mais ça prend en défaut notre capacité à reconnaître notre environnement. Ça prouve qu'on voit pas le monde tel qu'il est, mais qu'on l'interprète. Désolé, mais il n'y a pas vraiment la Vierge sur un toast, et il n'y a pas vraiment Jésus dans le cul des chats. T'as pas de preuve du contraire. Ou Cthulhu dans ton... Oui. Sans doute pas. Sans doute pas. Voilà. Est-ce qu'il y a Mais du coup, je pense que peut-être un truc important à signaler, c'est que du point de vue de l'évolution, ce qui est utile a plus de valeur que ce qui est vrai dans notre perception du monde. Chercher du sens peut-être là où finalement il n'y en a pas quand on observe rationnellement les relations qui peuvent exister entre deux phénomènes, n'empêche que cette propension à la quête de sens est utile. Et il faut différencier ce qui est utile de ce qui est vrai. Oui, ça c'est important parce qu'on a tendance à croire que si le cerveau voit des choses, c'est qu'il a raison de voir. Mais c'est pas parce que ça lui apporte un avantage de manière statistique, c'est-à-dire que la plupart du temps c'est utile, mais c'est pas pour ça que ce qu'il voit c'est vrai. C'est juste que ça lui rend service pour survivre. Ce que tu dis, c'est intéressant. Merci Xarkhan d'avoir partagé ton article sur le sujet. Merci à Xarkhan qui a partagé l'article sur le chat. À conserver pour après le live évidemment. Oui, voilà, bien entendu. Donc qu'est-ce qu'on avait à dire sur l'évolution qu'est-ce que Jeff veut développer? Et qu'as-tu envie de développer sur l'évolution, sur lequel nous pourrons rebondir? Parce que moi, j'aime bien rebondir. Voilà. Qu'est-ce qu'on se meurt? On ne t'entend plus, Jeff. Jeff, on a perdu Jeff, allô? Ah, Jeff, oui. on ne t'entend plus. Alors là, c'est dommage, j'ai bon, sinon, on peut chanter. Nous avons perdu Jeff. Pourquoi n'entend plus Jeff? On me donne une guitare. Ah non, on ne l'entend plus, hein. On me dit que c'est malheureux. Ah ça apparemment il est pas tout seul. Ce sont les aléas du direct. Allô? Eh ben non. De notre côté, tout fonctionne à peu près bien. Non, on t'entend pas, Jeff, on ne t'entend plus. La terre, ici, Jeff. Non, Jeff, c'est la terre.
Bon, bah, il fallait bien qu'il y ait un problème technique. Bah voilà. Évidemment, évidemment. On coupera au montage. Qu'est-ce qu'on peut faire allô, le chat, trouvez-nous une solution. Danse des claquettes. Vite. Est-ce que Jeff peut parler un peu des controverses autour de la psychologie évolutionniste? Oui, il peut le faire dorénavant. Qui a plus le son? Bien, donc Jeff va lui parler des problèmes qu'il y a avec la psychologie évolutive dès qu'on aura du son. Donc demain, après-demain, on verra. Voilà. Johan nous propose de faire un documentaire sur les langoustes. Un documentaire sur les mangoustes. Alors, n'étant pas les personnes les plus savantes et respectant beaucoup les savants et surtout les experts sur les domaines, je te renvoie vers des experts du domaine qui sont bien connus de tous, et d'ailleurs je ne vais pas vous faire l'insulte de vous rappeler leur nom. Les cuisiniers de Bernard Loiseau. Non, il est mort. Cuisinier. Est-ce qu'on essaye de réinitialiser la communication par Skype? Je pense qu'il faudrait essayer de réinitialiser. Nous allons réinitialiser la communication par Skype. Jeff avait l'air tout triste. Alors, répondre avec la vidéo. Boum. Jeff, allô, allô? retour. Oh là là, Ah, bah voilà. Ça marche. Nous sommes heureux. Alors, Donc, vous m'entendez? oui, c'est Ouais, parfait. on t'entend pas mal, hein. C'est parfait, parfait. Attends, c'est Et très gênant. personne ne s'est rendu compte de rien. Non. Alors, si tu te rappelles, il y avait une question Désolé. sur la, non mais ne t'excuse pas, sur la psychologie évolutive. C'est vrai que c'est une discipline qui n'a pas toujours bonne presse. Est-ce que tu as des choses à dire sur son évolution? Lol. Oui, sur la psychologie évolutive ou la psychologie évolutionniste. Alors moi, tel que j'ai compris le problème, j'ai essayé d'avoir une vue d'ensemble pour mon travail de thèse. En fait, de part et d'autre, et je pense que c'est dû aussi à la médiatisation des travaux de psychologie évolutionniste, on a brossé des portraits à traits extrêmement larges, les travaux des uns et des autres, que ce soit les travaux issus des sciences sociales, très détachés du biologique, pour le dire vite, et ce qu'on a d'abord appelé la sociobiologie, qui est devenue ensuite la psychologie évolutionniste. On a fait de la sociobiologie et la psychologie évolutionniste une espèce de science, de pseudo-science qui venait confirmer que c'était normal que les hommes baissent beaucoup plus que les femmes, peut-être même qu'il y aurait plus de violence chez certaines ethnies par rapport à d'autres, etc. Donc, il y a beaucoup d'enfumage, il y a beaucoup de caricatures là-dedans. Voilà, ce qu'on peut dire. Il y a des problèmes méthodologiques issus de la psychologie évolutionniste quand elle était balbutiante, mais après tout, c'est une discipline qui est très jeune, qui continue de mûrir et de grandir, quoi. Alors, chers amis, nous avons perdu l'image de Jeff, c'est pas sa faute, c'est parce que Twitch a décidé qu'il fallait bien que que rien ne fonctionne, donc on va essayer de rétablir l'image. On est désolé, mais on entend et c'est le principal, donc c'est intéressant. Est-ce que tu peux développer encore un peu pendant que je essaie de réparer Voilà, repaissez-vous de son savoir. D'accord, alors où est-ce qu'on en était en fait? Ah oui, ce que je voulais dire, dans cette quête de sens, donc on a parlé des phénomènes extérieurs qui pouvaient maximiser notre survie, mais des phénomènes non sociaux. Mais c'est évident qu'on a une propension naturelle aussi à rechercher du sens dans des cadres sociaux, et notamment au contact de l'autre. On est doté d'outils fantastiques comme l'empathie ou la théorie de l'esprit, qui sont des capacités dont on est tous dotés, qui nous permettent de deviner l'état émotionnel de l'autre, voire ses intentions. Donc ça c'est pareil, on a développé ces capacités parce que ça nous a servi au cours de notre histoire évolutive. Parce que Et nous sommes des animaux sociaux. comme la quête de sens de phénomènes non sociaux, ce sont des outils qui sont aussi imparfaits. Bah, des outils qui ne sont pas nécessairement faits pour ce pourquoi on les utilise, pour ce pourquoi on a l'impression qu'ils sont utiles. Mais Donc, juste, c'est l'un des gros problèmes avec l'évolution en général. mais les- il me semble que la question qui m'était posée, et pardon, j'ai pas été super attentif à ta réponse, excuse-moi, mais est-ce que tu as parlé des comment dirais-je, des polémiques qu'il y a autour de la discipline, de la psychologie évolutive? Parce que c'est vrai que, comme je te disais, elle a pas toujours bonne presse, et parfois il tire des conclusions un peu hâtives. Alors maintenant que la discipline a quelques années, ça se passe beaucoup mieux, mais pendant au moins 10 ou 15 ans, ça s'est pas bien passé. Est-ce que tu as des éléments là-dessus?
Ouais, j'en ai discuté un petit peu. C'est vrai qu'on a vu fleurir des études sur les stripteaseuses qui gagnaient plus de pourboire quand elles étaient en période d'ovulation. Bon, on peut s'interroger sur la pertinence de ce genre d'études-là. Je pense qu'il y a eu une très mauvaise communication autour de cette discipline et des problèmes méthodologiques, mais qui étaient liés, à mon avis, surtout au fait que cette discipline-là était très neuve. Et là, comme tu le disais à l'instant, elle avance, elle affine sa méthodologie et elle a de beaux jours devant elle. Petite question sur le chat, tu m'en diras plus si tu sais de quoi parle Xarkan. Il demande est-ce que tu fais le lien avec les états d'urgence de l'instinct avec les expériences d'Henri Laborie? Camoulox. D'accord, ok, merci. Je ne connais pas non plus, voilà. Je les connais pas, mais si la personne qui a posé la question veut bien mettre les sources Et Pépine t'es dire, Xarkan. dans le chat, ça serait bien, comme ça on pourra prendre connaissance. Et peut-être en parler dans le coin dans la cloche. Ah voilà, et par contre, on demande aussi, et à partir de quel moment le fait de ne pas avoir l'un de ces outils est un problème? Au contraire. Donc comme ça, au contraire. Ah, est-ce que Ah ne oui, pas bah. avoir l'un de ces outils peut s'avérer utile? Alors, j'ai un début de réponse, et je pense que Jeff pourra développer. C'est la théorie de l'esprit. Il y a la théorie. Pardon, il y a Loki qui me parle à côté. Ah, la théorie de l'esprit, en fait, il y a beaucoup de choses. On essaie de comprendre ce que c'est exactement, et il s'avère que, apparemment, les gens qui sont touchés par ce qu'on appelle les maladies du spectre autistique seraient justement affectés dans cette théorie de l'esprit. Et donc, ils auraient du mal, par exemple, à faire la différence entre du bruit et une voix. Ils ont du mal à associer ce qu'ils perçoivent du monde avec ce qui est autrui, en fait. Et donc, on voit que lorsque il manque ces capacités-là, on a des troubles autistiques. Alors, est-ce que Jeff, tu as des infos là-dessus? C'est intéressant, je pense. Oui, oui, tout à fait. Alors peut-être une chose à souligner concernant l'autisme et concernant tout un tas de théories sur les troubles mentaux ou les troubles neurodéveloppementaux, puisque c'est un gros mot de dire que l'autisme est un trouble mental. J'aimerais au cours d'une vidéo expliquer pourquoi c'est pas tant un gros mot que ça, mais peu importe. J'aime beaucoup la métaphore des aveugles et de l'éléphant. Vous la connaissez sans doute. On demande à 5 aveugles de décrire ce que c'est qu'un éléphant. Ils le font en s'approchant d'un éléphant et en touchant une partie chacun différente de l'éléphant. Et donc le résultat étant bien entendu qu'ils en ont tous une définition très partielle, juste. Elle est juste, mais elle est juste seulement au vu de l'étendue de leur connaissance et de leur appréhension du monde. Et donc en fait, donc pour revenir à l'autisme et à la théorie de l'esprit, c'est une des théories explicatives de l'autisme, le déficit ou le dysfonctionnement de la théorie de l'esprit, mais elle ne rend pas compte de l'ensemble des phénomènes qu'on peut observer chez les personnes qui souffrent d'autisme. Ça n'explique pas les stéréotypies, ça n'explique pas d'autres choses. Mais c'est vrai, peut-être on a du temps, on peut raconter l'expérience, le test des Smarties. Je pense qu'on peut. Oh, ça va être drôle. Vas-y. Ouais, ça va être drôle. Ou alors non, pas le test des Smarties, le test de la barre de chocolat. C'est un test qui est fait sous forme de bande dessinée. Et alors si je me souviens bien, faut pas que je raconte de conneries. Donc oui, il y a un petit garçon et il y a sa maman voilà, attendez. Non, il y a deux enfants. Il y a un premier enfant qui montre à l'autre qu'il a une barre de chocolat. D'abord, tu vas à l'église. Non, pardon. Ah. Alors il y a un chinois et puis non, c'est pas un chinois. Attendez. Ils arrivent dans un hôtel. Prenez un chewing-gum. Non, c'est un bar. Je sais plus. Jeff. Bon, je reprends. Donc, imaginez une barre de chocolat. Donc, un petit garçon montre à l'autre qu'il a une barre de chocolat et il la cache dans un placard. Oui. Et ensuite, il s'en va. L'autre petit garçon veut lui faire une farce. Il prend la barre de chocolat et il la cache dans un tiroir. Donc, la barre de chocolat n'est plus dans le placard, mais dans le tiroir. L'autre enfant revient et là, on pose la question au sujet. Où est-ce que cet autre enfant va chercher la barre de chocolat? Et donc, quand on est doté de théorie de l'esprit, de capacité de théorie de l'esprit, on sait que l'enfant qui revient va faire l'erreur de regarder dans le placard.
alors qu'une personne atteinte d'autisme, par exemple, répondra, elle ira le chercher dans le tiroir, là où elle est. Parce que la personne avec autisme a des difficultés à se mettre dans la peau de l'autre. Voilà. C'était clair? Pas toutes les informations dont il dispose lui-même, tout ça. Oui, c'est ça. Oui, c'était clair. Bon. Ah oui, non, c'est Voilà. très clair. C'est très, très. Je pense que les gens apprécieront. Alors malheureusement, il n'y a pas de Smarties dans cette histoire, mais bon, une prochaine fois. Ça m'a donné envie de barre de chocolat, tout ça. Naturellement. Ok, fort bien. Est-ce qu'on a eu des questions sur le sujet? Zarkan et la Belgique sont encore en train de donner des points sur les travaux de Monsieur Laborie. Laborie. Mais sincèrement, j'ai beau lire un peu ce qu'il fait sur le chat, je ne connais pas ses travaux. Je suis désolé. Mais comme j'ai précisé, voilà, on prend note et Ouais, j'ai voilà. jamais eu connaissance de ce bonhomme-là, j'avoue. Je vais faire des copier-coller de ce qui est dans le chat. Oui. Oui, n'hésite pas, n'hésite pas. Alors, Moi, un bon psychiatre, je le connais parce qu'il il a participé à la découverte des premiers médicaments psychotropes, les neuroleptiques en tout cas. Mais les expériences dont parlait notre ami, je connais pas. Je sais pas à quoi il fait référence. d'accord. Est-ce qu'on passe au point D'accord. numéro 2? Nous pouvons passer au point numéro 2 qui concerne les croyances fausses. L'ambiguïté du terme de croyances fausses. Oui, parce que du coup, donc, ce qu'on disait, c'est que nous avons un cerveau qui est capable de reconnaître les formes dans l'environnement, et ça apporte un avantage sélectif. Donc, au cours de l'évolution, on a développé cette compétence. Mais ça marche pas toujours, et des fois, on comprend un peu trop, on comprend plus que ce qu'il y a en réalité, et du coup, on interprète, on surinterprète, et en fait, on se fait l'image du monde qui n'est pas le monde réel. On refait le monde dans notre tête, et donc fatalement, lorsqu'on refait le monde dans notre tête, si on fait des erreurs, on a des croyances fausses. Si je résume un peu la première partie. Mais du coup, les termes de croyances fausses posent problème en soi. Tu veux nous en parler, Jeff, s'il te plaît? En fait, Mandax ne me laisse pas beaucoup parler parce que l'évolution, c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup, beaucoup. Pour la suite, c'est vrai que je te laisse parler. Ouais, ça me tenait à cœur d'aborder cette spécificité-là parce que en psychiatrie, c'est quelque chose auquel on est confronté extrêmement régulièrement. Face au discours d'une personne, comment déterminer si ce qu'elle dit est le fruit d'une croyance, aussi bizarre soit-elle, qui s'inscrit dans quelque chose de social, qui s'inscrit dans son bain culturel, ou est-ce que c'est le symptôme d'un trouble, en l'occurrence, est-ce que c'est une idée délirante, ou est-ce que c'est un discours délirant? Et donc on a des outils de discrimination, mais qui sont assez imparfaits également. D'une manière globale, on dit que si une idée ou si une croyance verbalisée appartient à un système familial ou à un système sociétal, eh ben c'est pas une croyance délirante. Si cette croyance est extrêmement différente du bain social dans lequel la personne évolue, et idiosyncrasique, c'est-à-dire qu'elle est propre à la personne et peu communicable, à ce moment-là, on la considère comme délirante et potentiellement symptôme d'un trouble, d'une maladie mentale. Mais alors, ça veut dire que les Raéliens, c'est pas du délire, alors? Eh ben, c'est ça, c'est voilà. toute la question. C'est-à-dire, est-ce que les Raéliens sont atteints de troubles délirants? C'est pas sûr, en fait. C'est pas sûr, en tout cas au sens psychiatrique, parce que c'est un système largement partagé. Il n'y a pas véritablement de déficience dans le rapport au monde, c'est tout simplement la manière dont la personne a évolué dans son bain social, comme tu l'as expliqué. Donc potentiellement, elle a une manière de concevoir le monde qui fonctionne tout à fait bien. Simplement, on lui a pas donné les bonnes clés de base. Effectivement, donc il n'y a pas de déficience. En tout cas, c'est pas médical. Ce n'est pas une pensée délirante et surtout, ça n'est pas médical. C'est ça. Et ça, je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit, parce que vous connaissez le dicton, quand on veut se débarrasser d'un chien, on l'accuse d'avoir à la rage, et c'est extrêmement courant de dire de telle ou telle personne qu'elle est pas bien dans sa tête, pour d'une certaine manière faciliter la réfutation de son argumentaire. Attaque à dominem, monsieur, c'est mal. Voilà. Voilà, pour revenir sur la dissonance cognitive dont on parlait tout à l'heure, c'est toujours beaucoup plus agréable de se figurer qu'une personne raisonne mal quand elle nous dit une chose qui n'est pas en accord avec nos propres convictions, plutôt que d'accepter de se dire qu'elle raisonne correctement.
On l'entoure d'un halo qui est extrêmement négatif et qui va nous faire nous sentir mieux. On va y voir. Alors, une question sur le chat. Alors, j'ai pas eu le temps, j'ai juste... Oh là là, ça tombe bien, j'ai une question. Un proche commence à délirer dangereusement sur les extraterrestres. Ça me fait peur. Je peux faire quoi concrètement sans le vexer? Alors là, Un coup sec derrière la nuque. comment on fait quand on a quelqu'un qui commence à délirer sec ou en tout cas on le soupçonne? Est-ce qu'il y a des solutions pour... Là, bien souvent, à part la conspiration. bien souvent, ce qui se passe dans les cas où une personne commence à croire ce genre de choses, c'est qu'on lui donne des informations qui sont qu'elle a envie de croire. Ça peut lui faire du bien potentiellement de lui... Un instant. Ça peut lui faire du bien de recevoir des informations qui sont des informations plus en accord avec le monde réel en quelque sorte. Je vais juste préciser qu'on me fait Donc, savoir qu'on a ne pas hésiter à lui donner des contre-arguments. Parle beaucoup plus fort. Ne pas hésiter à lui donner des contre-arguments. En fait, moi, je dirais que tout dépend de ce que la personne traverse. Enfin, tout dépend de l'état mental de la personne. Parce que si ces propos après enquête se révèlent être des symptômes d'un trouble, d'une maladie, ce qui caractérise pour une grande part une maladie comme la schizophrénie par exemple, où on développe des idées délirantes. Ce qui est très caractéristique en début de maladie, c'est la croyance irréfutable. C'est l'adhésion totale et l'absence totale de distance critique par rapport à elle. Donc, dans ce contexte-là, précisément, ça sert à rien de contre-argumenter. D'autant qu'il y a ce qu'on appelle la réactance, tu connais sûrement, et le fait que plus on va amener preuve de l'inverse, plus la personne va se dire mais pourquoi est-ce qu'on cherche à me convaincre? Et donc ça va la renforcer dans son idée. Ok, il dit de la merde, c'est bon, je m'en vais. Non, mais c'est intéressant, mais bref, je sais. Absolument. Non, mais ce qui veut pas dire d'ailleurs qu'il faut pas soit incarner le mur de la réalité, quoi. C'est-à-dire, il faut rester dans sa position les pieds sur le sol, et il faut pouvoir signifier à cette personne-là qu'on n'y croit pas à ces histoires. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus entrer dans le délire de l'autre. Mais là, on parle vraiment d'un cas où c'est une personne qui souffre de troubles mentaux. Voilà, là où je voulais en venir, c'est que toutes les personnes qui se retrouvent dans ce type de cas ne vont pas nécessairement souffrir de troubles mentaux, mais ne vont pas nécessairement souffrir de troubles mentaux, mais je veux dire, on a tous une propension naturelle à être très très intéressés par le paranormal, à trouver ça fascinant. Et à un moment, même si nous on en est arrivé là, si on en est arrivé à s'intéresser à la zététique, c'est bien que toutes ces questions-là étaient des questions qui nous intéressaient. Simplement, on n'a pas eu envie de se laisser saisir par le clinquant, le bling bling et toutes ces choses-là. On a été voir un petit peu des deux côtés. Tout le monde n'aura pas ce réflexe. La plupart des personnes qui vont entendre des histoires super sexy sur les extraterrestres et sur les phénomènes paranormaux vont avoir envie d'y croire et vont y croire d'autant plus si on ne leur montre pas que ça ne fonctionne pas. D'autant, comme on le disait, le cerveau n'a pas été conçu pour qu'on pense avec. Si on va voir une voyante autoproclamée et qu'elle nous dit un truc qui se révèle être faux, notre premier réflexe, ça ne va pas être de nous dire qu'elle a eu de la chance, qu'elle a eu des informations ou qui se révèle vrai, bien sûr, c'est ce qu'il veut dire. Voilà, bien entendu, ou qu'elle est extrêmement douée pour le code reading. Ça va pas être ça. Notre premier réflexe, ça va être de se dire putain, elle a raison. Donc il faut s'informer, c'est le but, et c'est pour ça qu'on fait cette émission là aussi. Il y a Zeltis qui nous demande, et du coup, une croyance fausse partagée par des milliards de personnes, on les range dans quelle catégorie? La religion. Alors ça, on va en parler en fin d'émission. Voilà. Attention, lancez de l'attaque datée. Il y a des créneaux qui vont voir te tuer. Hein. Ah, tout le monde c'est gauche. Donc, et en fait, je suis pas sûr qu'il faille la ranger dans une catégorie. Non, pas vraiment. Mais nous, les scientifiques, on aime bien mettre les choses dans des catégories parce que ça, quand c'est bien rangé, ça nous fait plaisir. On a tort de le faire, mais on le fait quand même. Ah ouais. Donc sur la fausse croyance, est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'on pourrait creuser sur le concept de fausse croyance? Non. Le truc, oui, que moi je voulais souligner, mais peut-être que c'est un petit peu hors sujet, mais ça concerne mon boulot, c'est qu'en fait, votre démarche, par exemple, c'est une démarche d'information
je parle de votre démarche La Tronche en Biais, hein. C'est une démarche d'information pour aider les gens à se remettre en question. Et moi, dans mon boulot, je suis très régulièrement confronté à un grand décalage entre mon système de valeurs et le système de valeurs de patients que j'ai en face de moi. Et particulièrement aux Antilles d'ailleurs, où il y a un bain culturel foisonnant, où le surnaturel est partout, où il y a tout un tas, il y a une mythologie qui est très riche, il y a un poids de la religion qui est extrêmement important aussi. Et enfin tout ça pour dire que dans un cadre psychothérapeutique, ces questions-là, elles se posent pas en fait. Parce que notre objectif est pas d'aider la personne à se remettre en question par rapport à son système de valeurs. Au contraire même, il semble qu'il faille plutôt le respecter pour développer une alliance thérapeutique de qualité et l'aider à aller mieux. Oui, donc même, c'est pas du tout la même démarche. C'est pas le même travail de toute manière. C'est pas le même travail. Mais je veux dire, ça peut aller, ça paraît évident dit comme ça, mais parfois on est confronté à des choses où on se dit que le système de valeurs de la personne, son système familial, les groupes dans lesquels elle évolue, participent de sa souffrance. On peut penser à un isolement, à des ruptures, à des choses qu'on peut remarquer dans certaines sectes, par exemple. Il y a des choses qu'on peut remarquer comme ça, sans aller jusqu'à dire que c'est une secte, etc. Et on se dit, ça participe du mal-être de la personne. Et comment gérer ça, quoi? Comment faire pour aider la personne à réaliser que ce qu'elle vit, les relations qu'elle tisse avec tel ou tel système participent de sa souffrance. Ça, c'est très très compliqué et en tout cas, ça ne peut pas se faire simplement en argumentant de manière rationnelle, quoi. D'ailleurs, on nous demande est-ce que croire n'est pas une forme de confort pour éviter de tomber dans la remise en question de tout ce qui nous entoure? Oui, c'est le fait que Voilà. on a une vision du monde et que cette vision du monde, c'est souvent, enfin, on y tient beaucoup parce que on a tous nos repères, on a ma voix, on a tous nos repères et donc Descente d'organes. j'ai perdu mon personnage. Qu'est-ce que je disais? Oui, que la croyance, ça permet d'entretenir une vision du monde dans laquelle on a l'impression que la vie a un sens, et ça c'est important, parce qu'on revient sur le thème, en fait, et que, typiquement, remettre en question une croyance, ça remet en question autour de la croyance. Il y a plein d'autres choses, et une croyance, c'est pas une chose qui est hors sol comme ça, qu'on peut nourrir ou débarrasser, c'est une croyance qui va grandir par rapport à d'autres concepts qu'on a dans notre cervelle. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire là-dessus, monsieur le psychiatre? Est-ce que ça conforte la croyance? Alors j'avais un truc extrêmement intelligent à dire, mais il vient de me sortir de la tête. Ah, on l'a pas vu sortir. Je parlais du fait que les croyances étaient liées à toute une sorte de choses dans la tête, qu'elle n'est jamais isolée. Ah oui, c'est ça. Non, si, ça me revient. En fait, moi, ça me fait penser à la dissonance cognitive. C'est-à-dire que ce qui est intéressant de noter d'ailleurs, c'est que c'est une théorie qui est assez ancienne, c'est les années 50 ou 60, je crois, et qui, à ce jour, a été critiquée, mais jamais de manière radicale, et donc elle est toujours vivace, quoi. Ça, c'est intéressant quand même, une théorie psychologique qui a plus de 50 ans et qui semble toujours pertinente aujourd'hui. Ça vaut le coup d'être souligné. Et oui, dans la dissonance cognitive, il y a quand même cette idée que la dissonance est d'autant plus grande que la contradiction est entre une cognition et son propre système de valeurs, son soi. Comme si la dissonance était presque un danger au même titre qu'un danger physique. C'est dangereux pour l'intégrité du soi de se retrouver dans une situation de dissonance. D'où les mécanismes de défense parfois qui peuvent être très surprenants, qui peuvent être mis en place pour diminuer cette dissonance, quoi. C'est pour ça qu'on a souvent l'impression, avec l'aide, que dès qu'on critique une religion, par exemple, une croyance ou n'importe quoi, tout de suite la personne se sent elle-même visée par une attaque. On a le cas avec Absolument, ouais. On a eu le cas avec un psychanalyste dernièrement, je crois. C'est bien dommage, hein. Passons, Sans vouloir. On va pas en parler tout de suite.
Il est pas sur le chat? Ça serait intéressant qu'il soit sur le chat. Bon. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Il se serait manifesté, il aurait déjà râlé 10 fois. Ouais, écoute, De toute façon, c'est bien souvent le cas à partir du moment où on critique une chose qui est chère à une personne, tout le reste de ce qu'on dit va complètement passer à la trappe. Nous avons Lucky Marchand qui fait des signes bizarres, mais ça n'a aucun rapport avec l'émission. Alors soit il veut boire. soit Voilà, il danse, tout le soit monde le il veut boire. Voilà. je vais pas te couper, je pensais Alors, que pas de ce signe-là, publicité. c'était suffisamment... Nous allons cacher la bouteille pour que personne ne la reconnaisse. Voilà, vous l'avez pas vu du tout ce que Merci c'est. pour le Coca-Cola, c'est gentil. Ah bah bravo. Je l'avais caché avec un bol de curly. Ouais. Bon bah, Alice Benjamin. achetez-en. Et puis nous, Vous allez on boire, va c'est ça récupérer des pourcentages. Est-ce qu'on a des questions sur le chat? Alors, sommes-nous toujours sur le thème des croyances fausses? Si oui, j'ai une question. Comment empêcher le développement d'une croyance fausse dans notre esprit ou dans l'esprit d'une autre personne? Est-ce dû à un manque de distinction entre le réel et l'imaginaire? Est-ce que tu as entendu la question? Oui, j'ai entendu la question. Eh bien, bon courage. Commence, ouais, parce que c'est riche. Ouais, mais c'est très compliqué de répondre comme ça Il y a à la plein de- volée. Moi, ce que je dirais, c'est que Il y a plein de questions dans cette question, en fait. la croyance, on peut pas Oui. considérer ça comme un phénomène isolé. Il faudrait pas simplement se dire, tiens, cette personne a à cet instant une croyance fausse, on va essayer de contrecarrer le développement de ce processus, etc. Ça s'inscrit dans quelque chose de global. Les croyances fausses, les croyances d'une manière générale, elles se développent dans un contexte environnemental, mais aussi dans un contexte psychologique. C'est pas n'importe quel moment de sa vie où on a telle ou telle idée. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que pour aborder le thème de la religion, Oh non. on trouve la foi dans des moments de désespoir, dans des moments d'intense souffrance, parce que c'est des moments où on est particulièrement en quête de sens, là où il semble y en avoir aucun. C'est ça. On revient sur la quête de sens. Mais comment les gens qui se demandent s'ils sont pas en train de devenir dingues ou, pour utiliser des mots que tu n'utiliseras pas, hein, ou qui se demandent s'ils sont pas en train de croire en des choses complètement dingues, quelle est la démarche qu'ils peuvent envisager? Alors, il y a celle de ton côté médical, mais il y a aussi la simple démarche sceptique que nous, on essaye d'encourager. Et je pense que quand on n'est pas encore dans un état où on est rendu malade, une seconde, d'abord il faut essayer qu'est-ce que tu fais? C'est un médicament? Oui, il est malade. Arrête. Les gens vont croire qu'on gagne de l'argent avec ça alors qu'on est pauvre. Quoi? Gagner de l'argent avec de l'irrue? Je ne sais plus, oui, voilà, enfin que lorsqu'on ne souffre pas encore de ces croyances, c'est là qu'il faut en douter plus, et quand on doute, il faut s'enseigner, et pour ça il faut acquérir une sorte de discipline. Si je peux En me fait, permettre. alors là, une fois de plus, je me Déconnecte. Au revoir, Jeff, c'est gentil d'être passé. Je jure que ce n'est pas moi. Non, j'allais dire, j'aimerais quand même relativiser un tout petit peu. Toutes les personnes qui se mettent à avoir des croyances fausses ne sont pas nécessairement dans un état de détresse psychologique. Il y en a simplement qui reçoivent de mauvaises informations. Hello. Voilà, il est revenu. Recoucou Jeff. Bon, on Il y en va a- essayer de faire sans la vidéo, parce que c'est peut-être ma connexion toute pourrie qui gêne. Dans la Non. mesure où Peut-être. juste avant, il y a carrément le live qui a été coupé, il est fort probable que ce soit notre connexion à nous en fait. D'accord. J'allais donc dire que malheureusement, on ne peut pas toujours rentrer dans ce schéma extrêmement simple de penser que toutes les personnes qui ont des croyances fausses sont dans un état de détresse psychologique. Bien souvent, les personnes qui ont des croyances fausses ont tout simplement reçu de mauvaises informations et vont se mettre bien à les sûr, propager. Oui. Et C'est- là, avec il y a pas de. Excuse-moi. oui, j'allais juste dire, avec l'avènement de sites, de faux journalisme comme le Gorafi ou ce type de choses, on s'en rend bien compte. Il y a des personnes qui vont commencer à voir une rumeur. Bon, là, on est dans le mécanisme de la rumeur, mais c'est également de la croyance fausse. Des personnes vont recevoir une rumeur, vont la propager, et au final, cette croyance fausse va se transformer en un mème, en fait. Va pouvoir se transformer en un mème. Et du coup, là, pour lutter contre ça, au-delà même de l'aspect médical, il y a effectivement la démarche sceptique. Parce que des personnes extrêmement saines d'esprit peuvent se mettre à penser des choses fausses, parce que ces choses ont l'air rationnelles. Et comme on le dit depuis tout à l'heure, on est des animaux
qui sommes à la recherche de raisons et de choses cohérentes, qui fonctionnent avec notre vision du monde. Et ça, c'est important, c'est que même les personnes qui croient les choses les plus bizarres, ils ont une logique interne. C'est pas des gens, enfin, ça relève pas du médical dans ces cas-là parce que justement c'est pas délirant, c'est pas complètement fou. C'est des gens qui sont capables d'argumenter pourquoi ils croient telle ou telle chose. Et donc voilà, et c'est ça qui est intéressant et inquiétant. On a un marionnettiste qui a la flemme. Voilà. Alors vas-y, bouge un peu de la bouche. Miam, 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 miam. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je suis un ventriloque. Tu fais ça très mal. Arrête tout de suite. Ne mets pas ta main ici. C'est fait. C'est très sale. Jeff, est-ce que tu veux nous parler un peu de ça, du fait que, enfin, le rapport entre cohérence interne et système de croyance, enfin, on en a déjà un peu parlé, mais voilà. Ouais. Oui, que tu vois. En fait, on va réessayer avec la vidéo si tu veux bien, parce que là on a changé un peu les trucs d'accord. à la maison. Peut-être ça marchera mieux. On réessaye. Oui, tu Vous l'as. voyez Ça marche parfaitement bien. On est heureux. Voilà, magnifique. Ouais, en fait, je ne sais pas comment on fait concrètement pour extirper une croyance erronée. Je ne sais pas. Mais la question que moi je me pose, c'est est-ce que c'est même possible? C'est-à-dire, en simplement s'intéressant à la croyance, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il ne faut pas s'intéresser également à tout ce qu'il y a autour? Alors moi je parlais de la souffrance psychologique parce que c'est mon rayon, mais également au phénomène d'appartenance, au prosélytisme, c'est un mécanisme de réduction de la dissonance également, l'idée de se retrouver dans une communauté où on croit la même chose, fut-elle complètement réfutable par la raison, quoi. Les sectes nous montrent très bien, qu'elles soient légales ou non. Ou les complotistes. Oui, bien sûr. Et donc, justement, il y a eu un article qui a été traduit sur l'excellent blog La Théia Cosmique, que je vous conseille, pas plus tard qu'hier, où en fait, on a vu ce qu'on appelle le cloisonnement cognitif. À savoir que les gens qui croient dans des choses un petit peu non scientifiques ont tendance à trouver leurs informations uniquement dans les sites qui sont alternatifs, entre guillemets. Alors que les gens un peu plus versés dans les sciences vont un peu plus vers l'ensemble des sites. Donc les sites qui sont à la fois, on va dire, rigoureux, sceptiques, et les sites un peu farfelus. Mais les gens qui ne voient que les sites farfelus, forcément, ils se renforcent les uns les autres. Et on voit dans les commentaires que dès que quelqu'un arrive en mettant un petit peu en cause ce qui se passe, il se prend une volée de bois vert. Il y a un mécanisme de défense. Et on est vraiment dans le domaine, enfin, il y a un vocabulaire vraiment de l'agression, de l'attaque, comme si la personne était violée elle-même, et pas uniquement questionnée sur ce qu'elle croit. Et voilà. Mais cet aspect communautariste, malheureusement, parce qu'il faut quand même être honnête, cet aspect communautariste ne touche pas que ceux qui raisonnent avec qui ont des raisonnements un peu fallacieux ou qui ont des croyances fausses ou des croyances complètement on est tous comme ça. On est tous comme ça, et avec la tronche en biais, on fréquente de plus en plus de communautés sceptiques et compagnie. On se rend compte que même là-bas, malheureusement, il nous arrive de nous battre pas pour plus tard encourager qu'aujourd'hui, par exemple. Une petite histoire. Ouais. Nous. Je savais pas si je pouvais en parler. On va en parler. On a un ami. Enfin, j'ai rédigé un article pour le blog d'un ami qui est un blog sur la psychologie. Donc l'article sur la l'apophénie. Et il l'a partagé sur Facebook et notamment sur la page de Hoaxbuster. Et c'est des gens bien, Hoaxbuster. On a invité Nico la dernière fois. Voilà, c'est ça. C'était très intéressant. Et on a deux espèces de roquets, pardon pour le manque de respect, mais c'est voulu, qui nous sont sautés dessus en nous prenant pour des fous, pour des charlatans. D'autant que juste après, j'ai partagé l'émission sur la dissonance. Je dis, c'est vrai que Hoaxbuster, c'est un endroit qui est intéressant pour ça, parce que lorsqu'on veut démonter les croyances fausses, c'est bien savoir comment les gens commencent à y croire. Et la dissonance, c'est lié à ça. On est dans l'exemple de... Et on s'est rendu compte que ces gens-là je voulais pas parler. Partait du principe que qu'on venait raconter n'importe quoi, et sans lire, et sans regarder, se sont mis à juger. Alors que eux-mêmes sont censés être sceptiques. Voilà. En disant que les zététiciens étaient tous pareils, et que
et qu'on était des personnes insupportables, Et qu'on qui ne- était sectaires. sectaires et qui ne se remettent pas en question. Alors, c'était la petite histoire, c'était très amusant. Merci beaucoup. Sectaire, oui, je veux bien, peut-être un peu communautaire comme absolument tout le monde. On est humain, il faut savoir reconnaître nos faiblesses, mais qui ne savent pas se remettre en question, c'est la base de la zététique. Exarcan nous précise, et je vous parle même pas de ce que j'ai reçu en MP par les Gugus. Ah merde. Ah, Jarkan, c'est Xavier, alors. Nous avons percé L'histoire à ne se termine pas là. C'est donc ça, Nous avons percé à jour. c'est donc ça. Et il s'est fait insulter en message privé aussi. Bon bah c'est édifiant. Voilà, donc l'aspect communautaire est un petit peu partout et il faut savoir s'en prémunir. Même quand on a l'impression d'être dans une communauté qui est de qualité et une communauté qui réfléchit bien, il faut pas hésiter à continuer à réfléchir. Il faut jamais s'arrêter. Parce qu'on a le cerveau n'est pas fait pour qu'on pense avec, hein, encore une fois. Il faut éviter de se réfugier derrière l'argument du « c'est ce que j'ai décidé de croire ». Oui, et d'ailleurs, enfin, il faut continuer de réfléchir, mais est-ce que c'est même suffisant? C'est-à-dire, il y a j'allais dire le verre est dans la pomme, c'est-à-dire que dans nos capacités limitées de réflexion, on peut se gruger soi-même dans nos raisonnements. C'est l'intérêt de la communauté. On peut rentrer dans l'hypercritique pouvoir et dans ce soumettre, genre de choses, oui. sa réflexion aux autres. Alors, Mais attends, juste, ce qui était bien, c'est que, comme tu dis, les personnes les plus intelligentes sont les plus fortes pour se convaincre qu'elles ont raison. Parce qu'elles vont avoir la ressource pour trouver des arguments. Donc c'est pas un problème d'intelligence, on peut être très intelligent et être complètement biaisé. Et ça, il faut pas l'oublier, voilà. Il y a énormément de prix Nobel qui se sont mis à croire des âneries sans nom. C'est qui ce prix Nobel qui a dû s'expatrier en Montagnier. Chine Montagnier. Un grand monsieur, Montagnier, il a découvert le lien, le virus du sida. Voilà, Et maintenant, il cherche à prouver la mémoire de l'eau. C'est La dommage. mémoire de l'eau, ouais. C'est dommage. c'est dommage. Voilà, Montagnier. Et il est obligé de s'expatrier en Chine parce qu'on voulait plus de lui. Parce qu'il disait de la merde. Enfin, évitons ce genre de termes qui pourraient vexer les gens. Disons que sa démarche est plus exactement dans le corpus scientifique établi, quoi. Et il est vraiment étonnant. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. On pourra en parler de l'effet Nobel. C'est qu'on parle, parce que, et Johan nous a prêté un livre qui s'appelle Alter Science, qui parle un peu de ça, des gens qui, après une longue carrière dans la science, très rigoureuse et très documentée, etc., commencent à croire et à défendre des idées un petit peu étranges. Le kiff. Et même, on le sait pas beaucoup parce que l'histoire a fait le tri, mais Isaac Newton a passé une grande partie de sa vie à essayer de prouver l'alchimie. On a encore perdu l'image avec Jeff. On a encore perdu Jeff. ah, non, Ah, il est Non, il revient. Et Magnifique. je suis l'inverse. Je veux juste en compter parce que Et Je suis là. Voilà, donc un esprit brillant peut être doublement biaisé. il y a des questions, par contre, il y a des questions qui sont pas exactement dans les mêmes têtes l'un avec l'autre. Vas-y. La première question, c'est comment réagissent les personnes qui croient à la fin du monde et qui de facto sont confrontées à la réalité. Donc, là, pour un exemple du 21 décembre 2012, donc il y a des expériences de... Bah, Oh là là, j'en connais un qui n'est pas à jour dans la vidéo. oui. On parle de ça dans le tout dernier épisode de la tronche en biais. Là, il parle du plus récent. Hein. D'un plus récent, Mais c'est la même chose. c'est les le même mécanismes, les mécanismes cognitifs qui se mettent en place sont globalement les mêmes. Dans le cas où une croyance est extrêmement forte, et le cas de la croyance en la fin du monde, c'est généralement extrêmement fort parce que les personnes qui y croient vraiment vont faire des choses par rapport à cette fin du monde, vont prendre des dispositions pour finalement se rendre compte le jour J que ça arrive pas, ça la fout mal. Et ce qui va se passer, c'est que pour atténuer la dissonance, elles vont renforcer leurs croyances. On pourrait avoir tendance à penser le contraire, mais non, elles vont renforcer leurs croyances et elles vont être d'autant plus prosélytiques avec leurs idées. Ça bug. Oui, ça bug. Apparemment, le live bug. On est désolé que ça bug. Bon, on va... Je pense que pour économiser un petit peu de bande passante, c'est peut-être judicieux de... Enlever la vidéo. Ouais, je pense. Oh, Jeff, tu vas nous manquer. Bye bye. Espérons que ça marche mieux. Oui, donc sur le... ce qui est intéressant, c'est que le phénomène de dissonance cognitive a été mis en évidence à travers, justement, une croyance, une prophétie qui a échoué. C'était sur une bouquin de Festinger. Et donc, ce type de croyance-là, eh ben, ça perdure parce que les gens vont se trouver des explications sur comment ça se fait que le monde n'a pas disparu. Ah, ben, c'est parce que ceci ou cela, etc. Et les gens vont continuer à croire malgré tout. Et c'est typique aussi des conspirationnistes.
Lorsqu'ils apportent une preuve et qu'on leur montre que cette preuve-là, elle est fausse, et ben ils font quoi? Ils trouvent 2 autres preuves. Voilà. Bon, pour une autre question, quelqu'un demandait, et quelqu'un qui ne croit en rien, c'est un problème psychologique aussi, qu'on remette sans cesse tout en question, même ses propres idées et propos. Je sais pas, je suis peut-être hors sujet. Dans ces cas-là, je crois qu'on est un petit peu dans le cas de l'hypercritique. Un petit peu ça, oui, je pense. Là, des fois, l'esprit de contradiction, c'est casse-couille. Non, il faut pas rentrer dans la pensée hypercritique qui est de douter d'absolument tout. Le doute a ses limites. Le doute a ses limites. Voilà, principe de Paracelse, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Douter, c'est bien. Trop douter, c'est con. Il y a un moment où des fois, on a trouvé une bonne réponse. Ça peut arriver. Est-ce que Jeff, tu as des infos sur les gens qui ne croient absolument en rien? Qui croient en rien, c'est compliqué parce que ça dépend une fois de plus de la définition de la croyance, mais si on en reste à cette définition très cognitive, je pense que c'est pas possible de croire en rien. Mais par contre, des gens qui doutent énormément de tout le temps, ça oui, j'en vois, et ça peut représenter une maladie. Généralement, c'est chez les personnes qui sont très scrupuleuses, qu'on appelle des personnalités obsessionnelles, et ça peut être associé parfois à des troubles obsessionnels compulsifs. Donc, ça peut parfois se manifester comme ça. Ce qu'on appelait avant, ce que les aliénistes au 19e siècle appelaient la folie du doute. D'accord. Alors, on a perdu Vlad qui est parti lire ce qui passe sur le chat, c'est super intéressant. Je suis tout seul, merci bien. C'est vraiment. Loki rigole beaucoup, ça avait l'air marrant et en fait non. Oui, parce que Johan fait des blagues racistes sur le fait que nous sommes dans l'est de la France, alors comme quoi on serait arriéré. Et Johan, nous non plus on t'aime pas. Non. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur le... D'ailleurs, nous murons dans un silence plein de mépris. Sur le, voilà, sur le thème principal donc de la quête de sens et de la dissonance, est-ce que tu veux nous parler des différents mécanismes de réduction de la dissonance? Il y en a un qui me tient à cœur, parce que il est lui-même, le terme lui-même est problématique, c'est la rationalisation. C'est le thème de notre prochaine vidéo. Ouais. C'est magnifique. La rationalisation, on pourrait penser à première vue que c'est un phénomène bénéfique. Rationalisation, on fait appel au rationnel, on rationalise. Et en réalité, quand on regarde un petit peu, la rationalisation est surtout un mécanisme qui permet de se défausser, qui permet de diminuer la dissonance cognitive, comme vous l'avez montré un petit peu dans votre vidéo. De se trouver des justifications, en fait. Et en fait, c'est un phénomène universel qui ne prend que l'apparence de la raison. Et moi, l'exemple que j'ai en tête, et dont je voulais parler un petit peu, c'était l'exemple issu des pigeons de ce qu'on appelle les split brain studies. D'accord. Qui sont des études qui ont été faites chez des personnes à qui on avait fait des interventions neurochirurgicales à cause d'épilepsie dramatique. Ces interventions chirurgicales consistaient à couper les fibres qui permettaient de faire communiquer les deux hémisphères. Alors, je dis à tout le monde, accrochez-vous, l'histoire va être vraiment super intéressante. Ouais. Bon, parce que ça fait plusieurs fois qu'il pose la question, les Knux. Attends. Il existe une maladie qui pousserait à croire systématiquement des trucs irrationnels. Promis, après j'arrête. Non, on répondra à ça après. Là, j'aimerais que Jeff finisse son histoire. Il y avait un blanc, donc je me suis dit que c'était peut-être. D'accord. Donc, imaginez des personnes avec une telle maladie neurologique qu'on était obligé dans les années 60-70 de leur couper le corps calleux, donc ces fibres qui permettent de faire se communiquer les deux hémisphères cérébraux. Donc, après l'opération, ces personnes avaient donc deux hémisphères cérébraux qui ne peuvent pas communiquer l'un avec l'autre. Et avec un truchement méthodologique, on a fait des expériences qui permettaient de balancer un message qui était perçu par l'un ou l'autre des hémisphères cérébraux. Par exemple, parce que l'œil droit est connecté à l'hémisphère gauche et inversement. Voilà. Donc ça, le champ visuel gauche est traité par l'hémisphère droit et le champ visuel droit est traité par l'hémisphère gauche. Et donc en présentant un message dans le champ visuel gauche, ça permettait d'envoyer une information qui était traitée seulement par l'hémisphère droit.
Et l'hémisphère droit, chez la plupart des droitiers, disons, il traite très peu le langage, les éléments du langage. C'est surtout l'hémisphère gauche qui traite ça. Et donc, par exemple, quand on montre une image dans le champ visuel gauche, une image d'un objet par exemple, cette image est traitée par l'hémisphère droit, mais comme l'hémisphère gauche qui est chargé des fonctions de dénomination des objets, etc., l'hémisphère droit ne communique pas avec le gauche, et donc la personne est incapable de dire ce qu'elle voit, alors qu'elle le voit. Mais plus fort encore, pour revenir à cette histoire de rationalisation, quand on montre un message à l'impératif, quand on écrit sur un tableau « Levez-vous », présenté dans le champ visuel gauche, cette information est traitée par l'hémisphère droit, la personne se lève, elle répond à l'ordre, mais elle est incapable de dire pourquoi. Et quand l'expérimentateur demande « mais pourquoi vous vous levez ?», la personne ne répond pas parce que c'est marqué, elle répond parce que j'ai soif ou parce que j'ai envie de me dégourdir les jambes. C'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'on pourrait simplement répondre je ne sais pas pourquoi je me lève, mais non. Il y a immédiatement un processus de rationalisation qui fait que la personne répond une construction toute faite qui n'a rien à voir avec la réalité, mais qui lui permet de donner une cohérence à son comportement. Et encore une fois, juste pour dire, la personne n'est pas en train de mentir. Elle croit vraiment sincèrement à ce qu'elle dit. Et c'est ça qui est passionnant. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Donc ce processus de rationalisation, c'est quelque chose de vraiment très instinctif, même si ce terme-là il est un peu compliqué, il est imparfait. C'est quelque chose qui se manifeste de manière extrêmement rapide et qui n'est pas le fruit d'une réflexion intense, etc., quoi. C'est quelque chose qui est très présent à un niveau de base dans notre fonctionnement. Juste pour revenir donc à la question qu'on a zappée plusieurs fois dans le chat, quelqu'un demande s'il existerait une maladie psychiatrique ou que sais-je qui pousserait les gens à croire à peu près n'importe quoi et tout ce qui est irrationnel. Est-ce que ça existe à part nous ou c'est pas La naïveté. Non. À part la naïveté ou la foi? Non, j'ai pas dit. Non. Alors il y a en hyper naïveté, on pourrait dire qui serait plutôt un problème d'hyper confiance aux autres. Il y a les syndromes bien connus de gens qui ont des amygdales abîmées, ces structures cérébrales impliquées dans le traitement de l'information émotionnelle. Le syndrome de Clever et Bussy sont des personnes, donc c'est rarissime, c'est des personnes qui n'expérimentent plus la peur et qui peuvent définir ce que c'est que la peur, mais qui ne la ressentent plus, qui ne l'expérimentent plus sur le plan affectif. C'est des personnes qui ont des destins un peu dramatiques parce que elles peuvent faire confiance à n'importe qui, par exemple. Et donc, potentiellement, elles peuvent faire confiance à n'importe quoi que pourrait dire n'importe qui. Mais sinon, il n'y a pas de maladie psychiatrique qui se caractériserait par ça. Et le problème, c'est que les notions de vrai et de faux, de raisonnable, de déraisonnable, il est difficile de penser que la vérité absolue existe et surtout qu'elle existe sur le plan biologique. Donc relier ça à une maladie, ça semble difficile. Mais quand tu parles de naïveté, et je pense que ça peut nous amener vers notre dernier point sur la neurothéologie, il me semble, enfin, dans le développement du cerveau humain, qu'on passe tous par une étape où on est jeune, où on fait très confiance dans les adultes. Donc on croit tout ce qu'on nous dit parce que évolutivement, on avait plutôt intérêt à croire les adultes et à ne pas aller caresser le fauve ou aller mettre les doigts dans le feu. Toi aussi, tu as cru en le Père Noël dans le chat. Toi aussi, on le sait. Donc voilà, est-ce que on a des éléments sur, enfin, est-ce que tu peux nous parler un peu du développement de la naïveté et de comment est-ce qu'on perd cette naïveté? Bon, les gamins, c'est un peu des extraterrestres pour moi. La dimension développementale de l'esprit, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses que j'ignore à ce sujet. Alors, ce que je sais, c'est que il y a des choses intéressantes à lire du côté de Piaget. Et il y a notamment, donc effectivement, cette croyance, ce stade où on fait
absolument confiance à ce que nous dit l'adulte, mais il y a également un stade chez le petit enfant qu'il appelle l'animisme quelque chose, je sais plus. Un stade par lequel on passe tous où on considère que les objets inanimés sont dotés d'une âme. Et ça, je pense que c'est extrêmement intéressant et ça a énormément de liens avec les domaines de la croyance et notamment dans le paranormal. On est tous passés par ce stade où on pensait que notre nounours ou que le soleil ou que les cailloux étaient dotés d'une âme, de sentiments, de raison. Et ça aussi, enfin, c'est aussi lié aux explications téléologiques qu'on donne, qu'on a par rapport au monde. À savoir que lorsqu'on demande aux enfants à quoi servent les lions, ils vont répondre pour aller au zoo. À quoi servent les cailloux, parce qu'il faut que les animaux puissent se gratter. À quoi sert les nuages, il faut bien pleuvoir pour nourrir les plantes. Donc on a cette lecture-là, et apparemment les gens qui ont Alzheimer ou des problèmes de sénescence avancée du cerveau retrouvent ces phénomènes. Donc c'est vraiment à la base de notre lecture du monde. On tend à donner de l'intention ou une finalité, un but ou une personnalité aux objets du monde, apparemment. Oui, tout à fait. Et du coup, tout ce qui est croyance animiste ou illusion d'agent, etc., va découler de ça. Et donc je pense que là, on a quand même donné pas mal d'éléments, n'est-ce pas, mon cher Bled, pour en arriver au thème de la croyance parmi les croyances, et pour se demander comment est-ce que cette croyance-là arrive. Est-ce que, mon cher Bled, tu veux faire l'introduction de ce thème? Oui, mais avant ça, est-ce qu'il y a des questions? Parce que je vous voyais vous esbaudir et danser la claquette devant le chat. Non, c'est juste des choses désobligeantes auxquelles je n'ai pas droit, parce que moi, je dois rester là devant la caméra. C'était adressé c'est adressé à Mondax. Ouais, il craque là. Non, en fait, les gens sont en train de développer une réflexion sur le bug de cerveau. Le bug de cerveau. Voilà, ça avait commencé sur quelqu'un qui disait que voilà, le cerveau c'est pas comme l'ordinateur, ça ne bug pas en gros. Puis là, du coup, ça y est, tout à fait fait. Ah oui, alors Voilà. Jeff. Il y a beaucoup de choses à ce Jeff, sujet. avant qu'on arrive à la dernière question, est-ce que tu veux développer un peu le point de vue comme quoi le cerveau serait un ordinateur ou c'est une idée commune? Qu'est-ce que tu en penses? Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet-là. Il y a eu la cybernétique dans les années 60-70, les modèles computationnels de compréhension de l'esprit. Moi, tel que je le comprends, et avec les lectures que j'ai, et les études que j'ai faites, notamment en ce qui concerne les neurosciences affectives, je pense que c'est un gros raccourci de dire que le cerveau marche comme un ordinateur. C'est pas seulement une machine à traiter l'information comme un ordinateur pourrait le faire. Parce que il y aurait beaucoup de choses à redire par rapport à ça. Je suis d'accord avec vous, mon cher docteur. Absolument. Et je pense que ça pourra faire l'objet d'une prochaine discussion un peu plus développée sur la question, parce qu'on n'a pas grand-chose nous à dire dessus. Absolument. Je pense pas. Avec plaisir. Mais pas plus que ça sur ce sujet. Donc je pense qu'on va rester sur le domaine des croyances où on a un peu plus préparé le terrain. Et voilà. Mon cher Bled, je te laisse la parole. Absolument pas du tout dans la tronche en biais, et ceux qui sont abonnés à notre page Facebook le voient très très bien, quelque chose qui nous désintéresse totalement, la religion. Quid de la religion sur le plan cérébral et compagnie? Et nous n'allons pas du tout avoir un débat le 24 ou 26, j'ai oublié. C'est un samedi, c'est un vendredi, mois d'avril, avec un évangéliste apologète. C'est pas du tout notre genre d'aller débattre de religion. Surtout après avoir débunké une de ses vidéos. C'est pas quelque chose qu'on fera. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'un point de vue neurologique ou psychiatrique sur la croyance religieuse ou les croyances religieuses? Est-ce qu'il y a une typologie particulière, un ensemble commun, un tronc commun, ou est-ce qu'on a une galaxie de typologies dans la croyance religieuse? Est-ce que ça pourrait être bien déjà peut-être de définir la religion? Qui peut se définir. Qui s'y colle. Pas moi, hein. Ah tu es l'invité, hein. C'est toi qui fais. C'est moi. C'est comme ça que vous recevez vos invités. Voilà, je sais pas, je saurais pas comment la définir, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est universel.
Je suis pas convaincu qu'il faille forcément la définir comme un système de croyance en un être supérieur. Je pense que par exemple le bouddhisme, qui n'implique pas une croyance en un être supérieur, reste néanmoins une religion. On pourrait en discuter, il y en a qui pensent que c'est une philosophie, moi je pense que c'est une religion. Et pourtant il n'y a pas de dieu dans le bouddhisme. En tout cas, voilà, peut-être que les critères universels, c'est que c'est commun sans doute à toutes les cultures. Ça implique pas forcément un être supérieur, mais en tout cas un au-delà, un ailleurs non terrestre. On est d'accord là-dessus? Oui, bah c'est l'idée qu'il y a un sens naturel et il me semble que le point commun de toutes les religions telles que moi j'ai pu le voir, c'est l'existence de l'âme, entre guillemets, ou d'une continuation de la personne par-delà la mort. On est d'accord, non? Oui. Ouais. Donc, bah, si tu veux développer, donc voilà. Mais donc ma question était, est-ce que par rapport à ton expérience, ou par rapport à ce que tu sais des sciences psychiatriques ou des sciences de l'esprit, est-ce que on peut tout rassembler, toutes ces religions dans un grand ensemble avec plein de points communs, ou est-ce qu'il y a vraiment des choses totalement différentes et particulières? Les deux, mon capitaine. Je pense aussi. C'est-à-dire que il y a un tronc commun qui est Alors, après nous avoir teasé avec Freud, vas-y, continue. Ah d'accord, donc ça vous avez entendu. On a juste entendu que tu allais nous parler de Freud. Oui, en fait, Freud définissait la religion en gros comme une névrose obsessionnelle. Il voyait la névrose obsessionnelle comme un moyen de lutter contre l'angoisse de la mort, de l'angoisse de la fin, de la finitude, etc. Ouais. Et lui voyait la religion comme un ensemble d'illusions nécessaires. Il était lui-même juif, athée. Et dans l'avenir d'une illusion, il a développé cette idée que la religion était semblable à ce que lui voyait dans son cabinet et qu'il appelait la névrose obsessionnelle. Donc moi j'ai l'impression que le dénominateur commun c'est ça, c'est la nécessité, quelque chose qui permet de trouver une réponse commode pour affronter des angoisses extrêmement archaïques, extrêmement primitives. Oui, bah, l'angoisse existentielle, c'est ce qu'on disait. Je suis assez d'accord avec ça. Clairement, ouais, clairement. Mais je pense pas que Freud ait inventé le concept. Je ne pense pas, non. Et il y a un autre monsieur, mais c'est plus récent que Freud, mais qui a développé l'idée que le principal moteur de l'activité humaine, c'est la négation de la mort. C'est le refus de l'angoisse existentielle, et donc on a tous des projets qui nous dépassent, on a tous envie d'appartenir soit bien à une famille avec des enfants nombreux, ou bien à une grande nation, ou bien à une grande église, ou bien à des projets artistiques ambitieux. On a tous envie de dépasser notre propre existence à nous pour aller au-delà, en fait. Et donc, la religion, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que là, on a une garantie d'éternité, en plus au paradis, donc c'est pas dégueulasse. Voilà, donc c'est vraiment en termes de mémétique, c'est vraiment la solution la plus avantageuse, la plus darwinienne. Je vais commencer ma phrase. Celle qui, de manière darwinienne, est la plus avantagée parce que, fatalement, elle est très, très satisfaisante. Loki a une question et ce serait peut-être pas mal d'expliquer ce que c'est que la mémétique au sens où tu l'entends. Non, c'était juste une sorte de petite provocation par rapport à un terme utilisé, je crois. Donc, Laurent, qui te passe le bonjour d'ailleurs. Oui. Tonton Blacky qui dit, ça donne du sens, alors, la religion donne du sens inexplicable, être athée, c'est un acte de foi également, si on pousse le concept jusqu'au bout. Alors, est-ce que l'athéisme est une croyance? Bled, tu vas en parler bientôt, je crois. Ouais. En fait, il y a eu énormément de discussions sur ce sujet dernièrement, notamment à cause des attaques de Charlie Hebdo, et de toutes les accusations d'athéisme extrémiste, oui c'est ça, d'athéisme extrémiste, qu'on a reçu dans la tronche en biais personnellement et qu'ont reçu pas mal de personnes. Par exemple, cette histoire d'un bonhomme qui a buté des gens pour une place de parking et qui, manque de bol, était inscrit sur une page d'athée. Donc forcément, c'est comme pour les jeux vidéo, il était inscrit sur des pages d'athée, il a buté des gens, il l'a fait parce qu'il était athée. Il a tué 3 musulmans. Voilà. Il était athée, mais en fait c'était pour une place de parking. Voilà, personne ne mentionne qu'ils étaient en train de se foutre sur la gueule à cause d'une place de parking parce que c'est beaucoup moins sexy dans
dans le climat médiatique de ce moment-là. Mais là, on digresse. Mais là, on oui. digresse. Et donc je vais pas tarder, on va pas tarder avec la tronche à sortir une vidéo dans laquelle on va expliquer plus ou moins ce qu'est l'athéisme et pourquoi faut non, refresh ce le n'est live. pas une foi. Jeff, alors, qu'est-ce qu'on peut raconter sur la neurothéologie? Tu avais commencé à en parler un petit peu. Est-ce que tu veux nous expliquer ce que c'est? Oui, alors d'abord c'est très à la mode de créer des pseudo-disciplines en faisant commencer par neuro. Et c'est très à la mode de les critiquer en faisant des pseudo-disciplines. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas une discipline en soi. Il n'y a pas des neurothéologues, il n'y a pas de diplôme de neurothéologie. Ça représente juste un ensemble de champs de recherche qui visent à mettre à jour les mécanismes cérébraux à l'œuvre durant les expériences mystiques, en gros. On pourrait résumer ça comme ça. Mais il faut dire que les scientifiques qui ont commencé à étudier ça n'ont pas forcément aidé, puisque l'histoire de la neurothéologie commence avec un hoax, en quelque sorte. C'est l'histoire du God Helmet de Persinger. Je sais pas si vous connaissez cette histoire. Oui, en gros. Juste pour dire un mot sur le mot neurothéologie, il a été inventé par le romancier Huxley dans son roman L'île. Voilà. Ouais. Donc ça date des années, je sais plus, 60, 70, je sais plus. Voilà, donc le mot en tant que tel a été inventé d'abord par un auteur, pour parler des croyances, et après a été repris par les scientifiques pour qualifier le champ dont tu parles, le champ disciplinaire. Donc le God Helmet, je t'en prie. Oui, alors Persinger, c'était un scientifique qui était un des premiers à s'intéresser à l'étude neuroscientifique de l'expérience mystique, et il a prétendu avoir créé un casque qui, je crois, émettait des ondes électromagnétiques. C'était ni plus ni moins que ce qu'on appelle aujourd'hui un stimulateur magnétique transcrânien, donc un appareil qui émet des ondes électromagnétiques qu'on pose à la surface du crâne et qui stimule le cortex cérébral. Et donc selon lui, en stimulant une ou des zones particulières, on provoquait une expérience mystique. Et donc il appelait ça le God Helmet parce que quand on mettait ce casque et qu'on l'allumait, on avait de grandes chances de se sentir appartenir à un tout, se sentir accompagné d'une force supérieure, etc. En fait, son expérimentation n'a jamais été répliquée et elle a été vivement critiquée parce qu'elle n'a été réalisée qu'avec des étudiants en psychologie qui savaient pourquoi on faisait cette expérience, et donc la dimension de suggestion semble expliquer à elle seule les expériences, les phénomènes décrits par les sujets sur le casque, quoi. Je ne dirais qu'un mot, effet placebo. Enfin, ça fait deux, mais on va en reparler également un peu plus tard. L'effet de la suggestion, l'effet du contexte, etc. Il donne des résultats parfois étonnants comme celui-ci. Ouais, tout à fait. Alors, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Et ça reste intéressant de se questionner sur ce qui se passe dans le cerveau quand on expérimente un moment mystique, quel qu'il soit. Et donc il y a des études très intéressantes qui ont été faites, notamment chez des carmélites, des nonnes, les carmélites, je crois que c'est des cathos, mais cathos un peu hardcore, où je crois que les nonnes vivent dans un état de pauvreté très importante, d'austérité, d'ascèse. Il y a un excellent opéra de Poulenc qui en parle, le dialogue des carmélites, que je vous conseille d'aller écouter parce que le final est notamment extraordinaire. Et quand elles mangent les carottes, elles ont toujours râpé. Les pauvres carmélites. Et en fait, il y a eu une expérience, je pourrais vous retrouver les références, peut-être à mettre en description de la vidéo quand elle sera mise en ligne. Donc en fait, on a mis des nonnes dans une machine d'IRM fonctionnelle, une machine d'imagerie cérébrale qui permet de voir à peu près en direct, pas tout à fait, mais à peu près en direct, ce qui se passe dans le cerveau au moment où on demande à la personne de faire telle ou telle tâche. Et alors bien sûr, les expériences mystiques, ça se fait pas sur commande, donc en fait, on n'a pas demandé aux nonnes d'avoir une expérience mystique dans la machine, mais plutôt de se remémorer une expérience mystique. Et ce qu'on a découvert, c'est que durant cette expérience de remémoration de l'expérience mystique,
il y a un pattern d'activation hyperactivation, hypoactivation, pas forcément très spécifique, mais extrêmement différent de toute autre activité, y compris l'activité de repos quand on ne fait rien d'autre que laisser aller ses pensées, et très différente également de la remémoration d'un souvenir comme un autre. Et notamment, il y a une hypoactivation de tout un tas de zones, et notamment au niveau du cortex pariétal, dévolues à l'orientation dans l'espace. Ce qui suggère que durant une expérience mystique, notre cerveau se met dans un état où se met dans un état où la différence entre soi et le monde extérieur s'estompe. Ce qui phénoménologiquement rejoint les témoignages d'expériences mystiques où on se sent baigné dans un grand tout, quoi. Voilà, enfin, ça montre bien que c'est un état du cerveau. Qu'on retrouve toutes ces expériences-là, on les retrouve dans le cerveau. Donc, il n'y a rien a priori qui soit surnaturel dans ce qui se passe. C'est pas étonnant, mais en tout cas, c'est prouvé à ce niveau-là. Oui, c'est prouvé à ce niveau-là. Alors, ce qui veut pas dire, ça réfute pas, c'est pas une preuve, c'est pas une réfutation de l'idée de l'âme ou de l'expérience mystique comme surnaturelle. Mais ça prouve effectivement que la phénoménologie de l'expérience mystique peut être expliquée en termes de telle ou telle fonction cérébrale hypo ou hyperactivée. Et il me semble, peut-être que tu pourras m'en parler, est-ce que tu connais le cas de Pascal, Blaise Pascal, qui a eu une expérience mystique? Oui, après un accident de charrette, c'est pas ça? Voilà. Et alors, pour en avoir discuté un petit peu avec quelques personnes, il paraîtrait que ce type d'expérience peut être associé ou apparenté à une dissociation schizoïde. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que toi, ça te parle et est-ce que tu peux nous expliquer? Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est très intelligent. Ça a l'air bien. Hein. Wow. Alors, faut faire très attention. C'est pour ça que dissociation, oui. Schizoïde, non. Alors, schizoïde, c'est un terme qui existe, hein, mais qui ne. Alors, je vais essayer de faire la psychiatrie pour les nuls, mais oui. En gros, la dissociation, c'est un seul terme qui explique deux phénomènes extrêmement différents. Il y a la dissociation schizophrénique, qui est une chose, et la dissociation traumatique, qui en est une complètement autre. Et pour le coup, je pense que l'expérience pascalienne, c'est une expérience de dissociation traumatique, telle qu'on peut la décrire dans l'une de nos vidéos que je vous invite à aller voir sur le PTSD. Ah oui. Donc la dissociation, effectivement, c'est un moment où quand on traverse quelque chose qui dépasse nos capacités d'appréhension du réel, où le cerveau à ce moment-là, en quelque sorte, se met en off. Les femmes qui sont victimes de viol décrivent très bien ça. Elles décrivent parfois même des expériences de sortie hors du corps, une manière de ne pas ressentir physiquement ce qu'elles sont en train de vivre. Ça, c'est une illustration parfaite de ce que c'est que la dissociation. Et ça rappelle les expériences de mort imminente. Est-ce qu'il y aurait un lien? Moi, j'y vois pas. Peut-être. Pour moi, les expériences de mort imminente, c'est surtout des espèces enfin, tel que moi, tel que mes lectures m'ont fait comprendre ce phénomène, c'est des moments très spécifiques où le cerveau est inondé de tout un tas de substances dans un moment critique, quoi. Et, y compris des substances qui peuvent être à l'origine d'hallucinations, qui peuvent expliquer les tunnels, la lumière au bout du tunnel, etc., etc. Oui, mais tu sais bien que ce sont des expériences qui sont citées à l'appui des croyances religieuses en particulier. Donc là, on est dans le sujet. Et qu'il y a des gens notamment qui sortent des bouquins régulièrement et dont un neurologue, je crois, qui prétend qu'il a vécu cela et qui prétend que son cerveau était mort. Je cite, son cerveau était mort. On est revenu, il va mieux, mais il était mort, dit-il. Alors qu'est-ce que tu penses de ce genre de témoignage? Pour moi, le plus intéressant, c'est que souvent ces témoignages
sont assez semblables. Ça, c'est ce qui me fascine. Ce qui ne veut pas dire que je pense qu'il se passe quelque chose d'immatériel ou d'invisible à ce moment-là, mais c'est notable quand même que les témoignages soient assez semblables. Mais bon, les neurologues, enfin, vous voyez comme quoi on peut tout à fait être neurologue et croire en l'immatériel et le Mystique. Mais c'est pas tellement étonnant maintenant, que, quoi. dans la mesure où les cerveaux humains sont tous faits de la même manière, c'est pas étonnant que dans une situation donnée, en l'occurrence un traumatisme ou un état proche de la mort ou pas, c'est pas étonnant qu'on réagisse pareil. Il y a que quand on prend un coup de soleil, notre peau elle réagit toujours pareil. Les mêmes causes Ouais, produisent ouais. les mêmes effets. Hein Donc, enfin, je comprends que c'est fascinant, mais en soi, c'est quand même plus mystérieux que n'importe quel phénomène qui produit les mêmes conséquences. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, enfin, alors effectivement, tous les cerveaux sont faits de la même manière, mais tous les cerveaux sont un peu différents. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que deux personnes au parcours de vie très différents, aux souvenirs très différents, et des expériences différentes, si toutes les deux expérimentent une expérience de proximité de la mort. Mais il se trouve que les témoignages divergent beaucoup. En dehors du tunnel, qui est une constante, tout le reste, la présence des parents, ceci, cela, enfin, Oui. il y a vraiment que le tunnel et un sentiment de béatitude ou d'unité, comme tu disais. C'est vraiment les deux seuls éléments, me semble-t-il, qui reviennent tout le temps. Donc cela, a priori, Ouais. on peut les expliquer via ce que tu as expliqué avant, la dissociation et le fait que les zones cérébrales qui sont associés à l'espace sont complètement en mode ouh. Ouais, Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote. J'ai un ami dont le père est chef de service d'un service de réanimation, je dirais pas où, un peu de confidentialité, mais qui a fait une expérience fascinante avec cette idée que beaucoup de personnes qui font des expériences de proximité de la mort décrivent qu'elles sont sorties de leur corps, qu'elles ont été témoins de conversations qui se sont tenues dans une autre pièce, etc. Et il s'est amusé d'une manière un petit peu, c'était informel et c'était un peu malicieux, mais il s'était amusé à cacher au-dessus d'une armoire Un papier avec un numéro. présente dans la chambre de patient des objets particuliers. Et il a, avec un certain nombre de patients qui avaient décrit des expériences de sortir du corps dans ces contextes terribles, il leur avait demandé, est-ce que vous avez vu quelque chose en particulier, etc. Et bien sûr, il a montré que non. Personne lui a dit, oui, vous avez caché un machin rose fluo au-dessus de l'armoire, etc. Ce qui est rigolo, c'est qu'on peut imaginer des méthodologies expérimentales qui permettraient de tester. Il y a des protocoles et ils ont été faits, mais voilà, donc c'est bien. Ça montre bien qu'on n'a pas de preuve que c'est faux, parce qu'on ne peut pas prouver qu'une chose est fausse, mais qu'on devrait avoir les preuves que c'est vrai si on voulait. Si c'était vrai, on aurait pu le prouver, et ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Est-ce que, à moins qu'on ait des questions, revenir sur le thème de l'origine des croyances. Est-ce que, Loki, on aurait des questions intéressantes? C'est surtout un développement sur justement l'expérience de la dissociation du corps et de l'esprit. Des gens qui ajoutent des petits détails du genre Busicor qui nous dit la dissociation de l'esprit et du corps a été reproduite en stimulant la zone correspondant à la représentation du corps dans l'espace. Ce serait encore une tentative de rationalisation du cerveau. Et la Belgique qui ajoute, effectivement, cette petite partie s'appelle la jonction temporo-pariétale. Je suis très heureux de la jonction ce détail. Temporo-pariétale. C'est joli. Nous avons des gens beaucoup plus savants que nous là-dedans dans le chat. Hein. Voilà, et ça parle de voyage astro, et Busicor ajoute aussi, il demande si on peut aller astro en train. Voilà. Ah oui, c'est les voyages astro. Merci Busicor. Alors, Il dit avoir fait un voyage astral. C'est où ça? Je sais pas, quelque part en Allemagne. Voilà. Johan s'en va, bonsoir Johan. Pardon, nous sommes parfois drôles et parfois non. C'est comme ça. Salut Johan. Salut Johan. Est-ce que tu avais commencé à parler de Freud tout à l'heure quand ça a coupé? Est-ce qu'on retente l'expérience en parlant de Freud ou de n'importe qui d'autre sur l'idée de qu'est-ce que c'est que la religion? Pourquoi est-ce que c'est si présent partout? Et Tu reviens à Freud, hein, t'aimes bien cette Non, merde, mais c'est plutôt son origine évolutive qui m'intéresse moi, mais je vais laisser Jeff développer l'idée de Freud s'il le veut. Voilà. Mais tu sais que Freud était un évolutionniste. Hein. Bien sûr.
il a misé sur le mauvais cheval, puisqu'il a plutôt misé sur l'hérédité des caractères acquis, mais il n'empêche qu'il a baigné dans le bain scientifique de son époque et il a lu Darwin et Lamarck, je sais pas s'il l'a lu, mais il a lu Darwin, ça c'est sûr. Et ses correspondances, au départ, j'étais je voulais qu'il ait été plutôt darwinien, mais ses correspondances semblent sans appel et il semble plutôt qu'il ait persisté dans l'idée de l'hérédité des caractères acquis, même à un moment où il était admis avec une écrasante majorité que c'était faux, quoi. Quand on tient des opinions, Mais, dont on mais parlait depuis tout à l'heure, donc, hein. du coup, tu nous expliquais que pour Darwin, pour Freud, donc la religion était comme une névrose obsessionnelle. Non, c'est pas un lapsus. Lapsus n'existe pas. Ça suffit. Voilà, j'ai mis ça en rapport avec la théorie de la gestion de la terreur et donc de l'angoisse existentielle. On a des théories qui expliquent que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour nier la mort. Je trouve que l'explication de Freud est assez proche de ça. Est-ce que tu peux développer un peu ça? Oui, ben il y a une des choses qu'il décrit dans L'avenir d'une illusion, qui me semble assez pertinente, c'est le lien phylogénétique presque qui existe entre les religions monothéistes et les religions des sociétés premières, les croyances animistes des sociétés premières. En réalité, elles présentent des caractéristiques qui sont très très communes. Et Freud disait que c'était une blessure narcissique pour les religions de se rendre compte de ça, du fait que elles avaient un lien avec les cultures totémiques telles qu'on a pu les décrire quand on a découvert ces sociétés premières. J'adore la vulgarisation, disais-je. Pourquoi? Et dis-moi, il est pas compris. Ah, qu'est-ce qu'une blessure narcissique? Non, je peux plus les énumérer. Qu'est-ce qu'une blessure narcissique? Oui, pour Freud. Bah, pour Freud, vous savez qu'il se prenait pas pour de la merde, et il pensait que la psychanalyse représentait à l'échelle de l'humanité une blessure narcissique comme les découvertes de Copernic et comme la découverte de Darwin. En gros, avec Copernic, on a été blessé narcissiquement parce qu'on découvrait qu'on n'était pas au centre de l'univers. Avec Darwin, on était blessé narcissiquement parce qu'on a découvert que on était cousins des singes. Et avec Freud, troisième blessure narcissique, on découvrait qu'on n'était pas maître en la demeure, mais qu'on était mu par une activité inconsciente. Et l'activité inconsciente étant vue comme majoritaire dans l'activité de l'esprit. Oui. Blessure narcissique au sens de remise en question de ce qui nous définit en tant qu'être spécial, être supérieur. On a tendance, nous humains, à se considérer comme particulièrement spécial ou supérieur. Et Freud a utilisé cette définition de la blessure narcissique pour justifier le fait que sa théorie ne convainquait pas tout le monde. Il disait que les gens ne veulent pas y croire parce que ça les blesse narcissiquement, ce qui était une réponse un petit peu limite. De toute façon, ils sont jaloux. Mais qui est intéressante. Oui, puis c'était une manière aussi de se mettre au même niveau que Copernic et Darwin, quoi. Oui, ce qui est pas dégueulasse non plus, en effet. Et donc, alors, l'humilité. Veux-tu développer donc ce lien des religions monothéistes, et du coup, qu'est-ce que ça implique pour ces religions qui veulent se démarquer du paganisme ancien, etc. Je sais pas, moi ça me rappelle. Est-ce que vous avez vu un film qui s'appelle Valhalla Rising? Non. Un film magnifique avec Mads Mikkelsen qui joue une espèce d'esclave au temps des Vikings, plus ou moins employé par les Vikings pour combattre. En gros, voilà, il joue un gars qui fait les combats et les Vikings font des paris. Et les Vikings, ça se passe à une époque où les chrétiens commencent à pointer le bout de leur nez. Et les Vikings, il y a un moment où il y a une discussion entre deux Vikings et l'un dit à l'autre, tu te rends compte à quel point ces gens-là sont arriérés, ils mangent leurs dieux. Oui.
Pour moi, c'était une scène vraiment hyper intéressante parce que justement, ça permettait de se décentrer de la vision habituelle qu'on a du christianisme et de se dire, mais ouais, en fait, il y a du cannibalisme dans le christianisme, peut-être comme il y en a eu dans tout un tas de religions totémiques il y a extrêmement longtemps, quoi. Oui, ils mangent de la chair humaine, ils boivent du sang. Oui, là, c'est vrai que quand on prend de la distance pour se départir un peu de notre bain culturel, c'est vrai que la religion catholique, elle est quand même vachement bizarre. On adore un mec qu'on a crucifié et on le mange tous les dimanches. Ouais. C'est quand même particulier. Dieu est tellement en colère contre sa création, Dieu tout-puissant qui est tout bénévolent. Enfin voilà, enfin, un Dieu voilà. Il est tellement parfait ce Dieu qui se gourre quand il crée l'humain et du coup il fait le déluge. Et il se gourre encore. Et le seul moyen qu'il a trouvé pour pardonner à sa création, c'est de s'envoyer lui-même en sous forme de son fils et de se sacrifier pour qu'il puisse se pardonner. C'est vrai que bon, dit comme ça, c'est quand même bizarre. Et sa mère l'a vu sans baiser. D'oublier que, Tu m'étonnes qu'il... Ouais. Et en plus, leur marionnette, elle est toute moisie. Ils ont même pas pensé à mettre les fils, ils l'ont accroché directement sur les télés. Loki fait remarquer qu'en termes de marionnettes, Jésus c'est pas terrible, parce que les idiots, ils ont collé directement les membres sur la croix, et il n'y a pas de fil. Et donc Blade s'étouffe parce que c'est extrêmement drôle. Mais alors, est-ce que toi tu aurais un avis sur le rôle, enfin, au-delà de Freud, parce que depuis on a quand même travaillé un peu, sur le rôle évolutif des religions, sur pourquoi, en fait c'est un phénomène naturel la religion finalement. Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus? On en a parlé de manière éparse au cours du live, mais je pense qu'il y a des déterminants individuels, répondre à l'angoisse de mort, trouver un soulagement face à l'angoisse de mort, mais aussi, et sans doute plus important encore, des déterminants sociaux. À une époque où on était chasseurs-cueilleurs et qu'on vivait en toute petite communauté, sans doute qu'à ce moment-là, ça représentait un intérêt de cohésion sociale que de développer un ensemble de croyances communes et donc de développer également des rites, des rituels pour accroître cette cohésion sociale. Oui, mais il y a aussi la dimension du rite et le fait que c'est un signal coûteux qui, pour la cohésion sociale, il n'est pas suffisant, surtout à l'époque où les humains étaient nomades, où les gens se rencontraient. Ça c'est ma lecture, hein, j'ai lu ça, donc des gens qui expliquent que le fait d'avoir des rites communs, des rites coûteux, comme faire des prières de manière régulière, de faire des sacrifices aux dieux, le fait de consentir à faire à payer ce coût, indique que la personne partage les valeurs du groupe. Et donc, pour la cohésion sociale, c'est également un élément important, mais le fait que la religion, bien souvent, ou quasiment tout le temps, à ma connaissance, on a une importance des rites coûteux. Oui, absolument. Moi, je vois le rite comme quelque chose qui solidifie, comme une espèce de ciment, quelque chose qui cimente les croyances. Et d'ailleurs, il y a des expériences de psychologie sociale que vous connaissez sûrement sur le fait que on a tendance à être bon, c'est-à-dire généreux. On l'est plus quand on est regardé. Il y a des belles études qui ont été faites là-dessus. Ce serait pas très difficile d'imaginer que c'est représenter un avantage évolutif de croire qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui nous regarde en permanence pour agir pour le bien de la communauté. Et on a vu aussi que dans ces mêmes situations, les gens ont tendance à moins tricher lorsqu'ils pensent qu'ils sont regardés par un fantôme ou par ceci ou cela. Oui, tout à fait. Même ceux qui ne croient pas vraiment aux fantômes, c'est assez amusant. Mais par contre, on a aussi montré, pour revenir un peu sur parce que même si ça a un rôle prosocial à l'heure actuelle, c'est plus tellement le cas, on a montré que les athées étaient pas moins généreux que les croyants. Ouais. Et que, en revanche, en termes de motivation, les croyants sont motivés par la récompense qu'ils vont avoir dans l'au-delà,
Ce qui n'est pas le cas des athées, par exemple. Non, nous, quand on fait ça, ça fait du bien. Les athées, c'est pas moi qui le dis, mais la motivation des athées est beaucoup plus désintéressée, voilà, par rapport à ça. Mais ça ne retient rien à la valeur historique de la religion dans les temps, je dirais même préhistoriques, parce que il y avait un besoin de cohésion du groupe, parce qu'il y avait un besoin d'avoir un schéma de compréhension de l'univers. On n'avait pas les théories scientifiques, et donc les religions sont une première tentative d'expliquer l'univers. On parlait du besoin de l'homme de trouver des raisons, du besoin de rationaliser les choses constamment. Donc comment? Le sens. Le besoin de sens, voilà. Bah, quand on n'a pas d'autres, quand on ne comprend pas les choses, c'est une explication qui en vaut une autre. Et donc la religion a été la première tentative d'expliquer l'origine de l'univers, etc., etc., etc. C'est Donc, pas complètement insensé quand le ciel fait du bruit de se dire il y a quelqu'un dans le ciel qui est en colère. Si on se place dans un contexte dans lequel, dans un paradigme dans lequel on n'a pas les connaissances qu'on a, il y a du sens. voilà, mais donc, on a donc des explications qui sont pas encore totalement acceptées. On cherche encore sur l'origine naturelle de la religion, parce que c'est des choses qu'on retrouve dans quasiment toutes les communautés humaines. En dehors de certains Indiens d'Amazonie, je crois, on a quasiment une croyance dans l'après-vie partout dans le monde. C'est naturel parce que c'est Dieu qui a fait la nature. Voilà, et donc, je sais plus où on en était, j'avoue que je perds un peu le fil, mais donc c'est pas étonnant qu'en termes de neurologie, on retrouve des éléments universels liés à la croyance dans le cerveau humain. C'est pour ça que voilà. Tout à fait. Et là-dessus, est-ce que tu veux développer, parce que bon, il nous reste un petit quart d'heure à passer ensemble, avant qu'on ait des questions, parce que je pense qu'on a fait un peu le tour des choses, on n'a pas été trop technique, j'espère. J'espère qu'il y a dit deux ou trois gros mots. Il y a la dimension développementale, à mon avis, qui est importante. Freud, pour revenir à lui, voyait aussi la religion comme un état de régression. Avec cette idée qu'on régresse quand on régresse, psychiquement, on régresse à des stades infantiles. Et alors, sans jugement de valeur, il ne s'agit pas de dire que être croyant, c'est être infantile, mais pour revenir à ce que l'on disait un peu plus tôt sur la façon de penser d'un enfant, la façon de penser le monde d'un enfant, je pense qu'il y a beaucoup à voir avec ça, avec le moment que quand le langage se développe, qu'on commence à intérioriser les interdits parentaux ou les propos de nos parents, on commence à se les dire à voix haute quand on est petit, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Il y a un moment où on arrive à se les dire dans la tête, à développer son discours intérieur, et là on peut très bien imaginer qu'il est dépersonnalisé et qu'il vient d'une force externe quand on est petit et qu'on arrive à penser que des objets inanimés sont dotés de sentiments, d'intentions, etc. Je sais pas si je suis clair. Oui, c'est comme on parlait du développement du cerveau des enfants, etc. Et il y a une constante, c'est-à-dire qu'on parle bien du Père éternel, notre Père qui est aux cieux. Il y a une continuité dans la pensée que quelqu'un veille sur nous, que c'est rassurant. Et encore une fois, on retrouve cette idée que on peut nier la mort, on peut nier on peut nier tout ce qui peut nous faire du mal parce qu'on a quelqu'un qui veille sur nous. Et c'est très rassurant. Et donc, autant en termes sceptiques, c'est pas très convaincant, autant si on veut se placer du point de vue du bien-être, évidemment, c'est un intérêt. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et juste parce qu'on a eu la remarque dans le chat, on peut tester scientifiquement certaines prétentions de la religion. Il y a des protocoles voilà. et certaines conclusions sont édifiantes. Et notamment, je vais laisser en parler, il est possible de tester l'efficacité des prières. Alors, on a fait ça aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Aux États-Unis, pour expliquer déjà le protocole expérimental, il y avait 3 groupes de malades qui étaient observés. Un groupe pour lequel on n'a pas prié. En fait, c'est des malades qui avaient tous subi une opération cardiaque. Voilà. Donc ils étaient tous dans un état assez mauvais, et on savait que dans l'eau certains allaient mourir. Voilà. Ils avaient la même pathologie en gros. Voilà, c'est des pathologies cardiaques. Voilà, c'est 3 groupes comparables, et on les a comparés les uns aux autres avec l'aide. Voilà, avec donc un groupe dans lequel on priait
pour les personnes qui étaient en guérison, En convalescence. en convalescence, c'est le mot que je cherchais. Donc, un groupe pour lequel on priait, un groupe pour lequel on ne priait pas, et un groupe pour lequel on priait, mais sans qu'ils soient au courant, pour éviter l'effet de... Oui, donc en gros, on pouvait savoir, est-ce que les gens pour qui on prie, bah évidemment, si la prière a un effet, eh ben ils vont aller mieux. C'est Hein? ça. Donc, Ah. c'était le but de l'expérience. Manque de bol. L'expérience était financée par la Templeton Foundation. En gros, c'est des gens qui veulent rapprocher la religion de la science et qui financent des expériences. Donc, c'était pas totalement neutre comme démarche. Il Oui, peut- je veux dire. Ils publient pas énormément de papiers, faut dire que les conclusions sont rarement agréables. Et là, en l'occurrence, on a découvert que non seulement les personnes pour qui on priait n'allaient pas mieux que les autres, mais pire que ça, qu'elles allaient encore plus mal. En fait, les personnes qui Ah. savaient qu'on priait pour elles avaient Évidemment. statistiquement un peu plus de difficultés à se remettre de l'opération. Alors, c'était pas totalement convaincant, mais on avait quand même des chiffres qui montraient ça. Et alors, soit on considère que la prière est mauvaise pour la santé, soit on cherche d'autres explications. Donc, ils ont proposé, sans le démontrer, que les gens qui savaient qu'on priait pour eux, ça les stressait. Voilà. Ils disaient, mon Dieu, on prie pour moi, c'est que je vais mal. Voilà. Mais donc, globalement, tous les essais d'études pour démontrer l'effet de la prière, il y en a eu des dizaines. À part un ou deux, mais statistiquement, on a toujours une étude qui finira par prouver quelque chose. Statistiquement, Ouais. on est capable de tester. Donc, on peut scientifiquement tester certaines prétentions des religions. Et ça, c'est intéressant, il faut le savoir. D'ailleurs, maintenant qu'on commence à avoir des gens qui s'intéressent aux miracles à Lourdes, c'est absolument édifiant de regarder les graphiques sur les nombres de miracles réalisés à Lourdes avant et maintenant. Il y a, je sais plus de combien ça a chuté, mais c'est drastique. C'est-à-dire que, je ne sais plus en quelle année, ils ont instauré un comité scientifique Voilà, pour tester traiter, voilà, les... pour vérifier. Et donc, depuis 60 ans, il se passe plus grand-chose. Voilà. En revanche, Lourdes, c'est plus ce que c'était. et je ne sais plus qui, je crois que c'est Michel Audiard qui avait une phrase amusante, c'est-à-dire que depuis 1800 et quelques machins, on a 63 cas de miracles avérés à Lourdes, et pendant ce temps-là, on a plus de 8000 morts sur les routes du pèlerinage. Bonne soirée. C'est assez dommage. Voilà, sinon donc, on t'a coupé, Jeff, hein, Pardon. dans ton explication sur Non. les origines Je vous en prie. de la religion. Je pense que ça vaudra le coup qu'on en parle pour expliquer vraiment les phénomènes darwiniens, parce qu'il y a plusieurs théories qui expliquent pourquoi dans certaines zones du monde dans lesquelles il y a plus de maladies, on rencontre une diversité religieuse plus importante. Il y a d'autres explications qui montrent que les monothéismes sont nés à l'époque où les premières grandes villes sont apparues. Et que ce ne sont pas des coïncidences. Donc, que la religion s'inscrit dans l'évolution de l'espèce humaine et qu'elle n'est pas apparue n'importe comment, n'importe quand, n'importe où. Donc, mais ça, on en reparlera, j'espère, on aura l'occasion. Est-ce que tu veux développer une question, quelque chose qui te tenait à cœur, dont on n'a pas eu le temps de parler, éventuellement? Le kiff est facepalm. Est-ce qu'on a une Je question sais pas, est-ce qu'il y a des questions sur le chat peut-être? Alors, on va regarder ça. Alors, ça, il y a des questions intéressantes. Pour le moment, non, ça parle de caca. Et, Ça parle de caca. c'est Nick Nux qui nous dit qu'il a suivi le live en faisant caca. Ok. Voilà. Et, Voilà. non, c'est juste je viens de voir la finalité, en fait, de l'expérience des chrétiens, des prières et tout ça. Oui. Explication donnée, les groupes avaient prié à distance avec seulement le nom des malades, donc du coup, ça marche pas. Tu as besoin de plus d'infos, apparemment. Eh ben, le Death Note est quand même vachement plus balèze que Dieu. c'est Oui, trop. évidemment. Lorsqu'on montre que la prière ne marche pas, ça n'empêchera jamais les croyants de trouver des explications ad hoc pour dire oui, mais dans votre cas, forcément, ça ne marche pas. La rationalisation, hein, on va venir dessus dans le prochain épisode de La Tronche Chandier, qui sortira sans aucun doute dans pas trop longtemps, parce qu'en fait on l'a déjà tourné, il est déjà un petit peu dérushé. Donc cette fois-ci on espère qu'il n'y aura pas 2 mois entre, Dans entre moins les d'un deux mois, ça épisodes, sortira. parce que pardon pour le retard de l'épisode là, on est des deux. C'est mal. On n'a pas fait exprès. Jeff, je pense qu'on on va pouvoir clore en douceur. Est-ce que éventuellement tu aurais des lectures à suggérer à nos spectateurs sur le sujet ou sur d'autres? Alors, J'ai pas retrouvé ton livre aussi, désolé. j'ai pas la vidéo, c'est dommage, j'aurais pu vous les montrer. Eh ben, on va la remettre parce qu'en général, On essaye. on arrive à tenir quelques minutes. D'accord. Eh ben allez, pour le finish. Ça marche? Alors, on va te passer en un. Hop là, on te voit, c'est magnifique.
Alors, deux ouvrages magnifiques pour comprendre comment marche le cerveau humain. Il y a d'abord celui-là, The Archaeology of Mind, Ah, c'est pas Panksepp. de Jack Panksepp, voilà, qui est une mine d'or, et donc qui explique comment l'ensemble des structures cérébrales impliquées dans le déclenchement et la régulation des émotions est largement héritée dans notre histoire évolutive et très ancienne. Donc on partage, en gros, je résume, mais on partage beaucoup de ces structures avec tout un tas d'espèces animales, tout le règne des mammifères et un petit peu des oiseaux et des reptiles. Donc ça pose plein de questions éthiques sur le ressenti émotionnel des animaux, bien sûr. Ça, c'est peut-être quelque chose où vous auriez-vous des choses à dire d'ailleurs sur qu'est-ce qu'on décide de croire en tant qu'humain sur le ressenti émotionnel et notamment le ressenti de la souffrance des animaux. Je pense qu'il y aurait de quoi faire à ce sujet-là. Et un deuxième, donc là c'est vraiment un ouvrage de vulgarisation de psychologie évolutionniste, on pourrait dire. Comment fonctionne l'esprit, de Steven Pinker. Alors c'est la vulgarisation, mais c'est un gros pavé, hein. Donc c'est pas à lire du premier au dernier chapitre, mais plutôt à les piocher par-ci par-là, à mon sens en tout cas. Et donc voilà, c'est bourré de plusieurs centaines de références bibliographiques, de superbes études. Et donc c'est un ouvrage qui résume, comme son titre l'indique, comment fonctionne l'esprit. Je crois que Mandax va faire une dernière tentative pour retrouver le Je me livre. rappelle, en fait, il est dans ma sacoche, Je sais où est ton livre, mais malheureusement, il n'est pas ici avec nous aujourd'hui. Ah, il d'accord. est Et absenté. même moi, je peux pas le montrer parce que Ah, mais si, figurez-vous bien que sûr. j'ai distribué, Voilà. j'ai distribué tous mes exemplaires. Ah, Alors, il y a David qui provoque en disant Panksepp c'est un peu vieux, c'est dépassé aujourd'hui, non? tu as entendu la question? Panksepp, c'est un peu vieux? Oui, apparemment. Bah non, je pense pas. Bah voilà, c'est ta réponse. Toc. C'est un peu vieux. Non. Ok. Alors Non, mais- si 2002 c'est vieux, alors c'est peut-être qu'à l'échelle des neurosciences 2002 c'est la préhistoire. Moi, c'est une remarque intéressante. Bien sûr qu'il y a des auteurs qui ont publié des choses géniales en 2013, mais il faut, à mon avis, la perspective historique, il faut pas l'oublier, quoi. Les pionniers, il faut bien regarder ce qu'ils font. Oui. Et Panksepp, moi, je l'ai découvert parce que je me suis intéressé au rire, parce que c'est le monsieur qui a démontré que les rats riaient, donc c'est une histoire qui est vraiment super intéressante. Voilà. Et donc, Je veux dire, il y est-ce a plein que de choses. éventuellement, j'imagine qu'il y a des choses qui ont été découvertes en plus, mais est-ce qu'il y a des choses fausses dans l'ouvrage? Est-ce qu'il y a Des choses fausses dans l'ouvrage, des choses dont on a démontré qu'elles sont fausses. Écoute, alors Archaeology of Mind, c'est un ouvrage de vulgarisation, donc il y a des raccourcis. Lui-même, C'est il a inévitable. fait des hypothèses qui ont sans doute été qui ont été réfutées, mais dont il disait bien que c'était des hypothèses, des tentatives d'explication, et notamment une hypothèse que moi je trouve assez élégante, qui a été partiellement réfutée, concernant l'hyperactivité chez l'enfant. Il fait, pour le dire en une minute, hein, il fait du goût pour le jeu une émotion à part entière. Une émotion qui se retrouve chez tout un tas d'espèces animales. Le goût du jeu, de se bagarrer avec les autres quand on est petit. Et il a fait l'hypothèse que l'explosion du diagnostic d'hyperactivité ces 20, 30, 40 dernières années n'était pas seulement due à l'expansion des critères diagnostiques permettant de le faire, ce diagnostic, mais était également due à des transformations de la façon d'éduquer nos enfants, où en gros, et notamment aux États-Unis, puisque lui il est américain, c'est de plus en plus mal vu de se bagarrer quand on est petit. Et donc d'une certaine manière, lui il fait l'hypothèse que empêcher les enfants de se bagarrer, de se chamailler, disons plutôt, quand ils sont petits, ça les frustrerait et ça empêcherait le bon développement de structures cérébrales qui sont impliquées dans le goût pour le jeu. Et en plus, Et ça que aide du les dents de coup, la cette tombée. frustration amène à une hyperactivité. Moi, il faut me laisser te taper dessus, Blake.
On en a déjà parlé. Sinon, ça me frustre. Non. Pas, Bien. pas la bagarre. Je trouve que c'était très intéressant pour finir. Mhm. Et je Ouais. conseille à tout le monde de lire ces ouvrages. Et du coup, juste, je demandais s'il y avait quelque chose de fou. Du coup, a priori, non. Donc c'est pas de la désinformation. Donc même si c'est vieux, c'est pas grave de le lire. Et si tu estimes que c'est un bon résumé et un bon ouvrage de vulgarisation, a priori son âge n'est pas vraiment grave. Je sais que De en toute tant que façon, prof de et musique, puis- je et puis continue c'est à pas- donner c'est des pas très vieux vieux, hein. bouquins parce qu'ils Archaeology sont of très bons. Mind, c'est 2000, c'est 2000 quelque chose, quoi. Je veux dire, il n'y a pas eu de révolution neuroscientifique. Mais c'est pas antique non plus, quoi. C'est 5 ans. 2012. Voilà, c'est 2012. réédition. Est-ce que 2012 c'est vieux? Bon, Non, voilà. Et de toute façon, C'est pas si connais, quoi. lorsqu'on lit un ouvrage de vulgarisation, il faut savoir le lire. Il faut savoir voir ce dont on est sûr et ce qui relève de la spéculation. On a toujours Bien un sûr. peu de spéculation en science et c'est pas grave. Il faut avoir Ah, la spéculation si c'est on veut nécessaire. avancer. Donc, voilà, à lire tous ces ouvrages. Pensez à aller visiter la chaîne Le Psylab Ouais. sur YouTube. On mettra le lien dans la Ouais. description aussi. Pensez à aller voir la chaîne La Tronche en Biais, Ah, mais bah, ça qui- vous la connaissez déjà. Tu mets les liens sur le chat pour ceux qui sont là. Si vous connaissez pas le 7 barré de Monsieur Blades, qui est une émission sur la musique, allez jeter un coup d'œil, c'est sympa. Et on a Monsieur Lucky, qui est le troisième larron que vous n'avez pas vu, qui lui aussi a une chaîne, qui est le Docteur Lucky, qui s'intéresse. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est pas de la science, encore qu'il est psychiatre, Sexologue, et même. sexologue des personnages de l'imaginaire. Je ne veux plus qu'on résume la chaîne à ça, c'est terminé. Enfin bon, maintenant il y aura d'autres programmes, mais Il y a un court métrage de qualité supérieure. Voilà, il y a plein de choses. Donc, n'hésitez pas à vous intéresser à toutes ces choses-là. On vous embrasse. On espère que vous avez passé une bonne soirée. On a fait attention à vos interventions sur le chat. On a essayé de répondre à ce qu'on a pu. Même les trolls. Et on remercie Même les beaucoup Jay d'avoir accepté notre invitation. Merci, Jeff. merci à vous de m'avoir invité. C'était un plaisir. Alors, on vous dit au revoir les gens. Bye bye. Et restez encore un petit peu parce que Loki est en train de mettre les liens dans le chat. Voilà, allez. Bisous. Voilà. Bonne soirée.